Bonjour tout le monde, bienvenue au 83e épisode du podcast Ouvre ton jeu. Toujours un plaisir de vous retrouver, toujours un plaisir de voir à chaque semaine combien vous êtes nombreux à regarder le podcast et aussi à commenter ce que vous entendez. Puis ça, c'est autant pour les invités que pour l'équipe. C'est tellement le fun de vous lire. Puis tu sais, les invités qui viennent devant moi, des fois, sont un peu nerveux, sont un peu... qu'est-ce que je vais dire? Évidemment, ils ne connaissent pas les questions, je ne connais pas les réponses, fait qu'on ne sait pas trop. Je sais qu'on s'en va vers l'humain qui est devant moi parce que c'est ça, le podcast, c'est l'histoire de l'autre. Mais de les voir ressortir toujours dans un bel... Ils sont toujours dans un bel état d'esprit, des fois un peu... j'ai envie de dire un peu shaké, un peu, ça brasse des choses à l'intérieur d'être entendu, d'être écouté où le temps n'est pas un enjeu. On le sait comment dans la vie, on est toujours presque pressé d'écouter l'autre. Mais quand ils sortent, je les trouve fiers et souvent, ils vont dans des zones où ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés. Donc, je les remercie chacun des invités qui sont venus sur cette chaise-là puis qui vont continuer à venir. Parce que c'est vraiment un acte de générosité que de partager son histoire personnelle et de l'offrir aux autres. Et c'est pour ça que je prends le temps de lire les commentaires aussi pour montrer que ce partage-là, ces confidences-là, bien, ça résonne chez les autres. Par exemple, Alexa nous dit je souffre d'anxiété intense et voir une personne comme Pierre-Yves McSween réussir comme il fait, ça me donne beaucoup d'espoir pour mon avenir. Hein? Donc, ça, c'est encourageant de lire ça. Puis effectivement, moi aussi, quand il nous a parlé de ça, j'étais étonnée. On dirait que je le savais pas. Et là, de voir tout ce qu'il fait pour réduire ce niveau d'anxiété-là, je trouvais ça très généreux, effectivement, de nous le partager. Et puis ça résonne chez Alexa. Shiva nous dit « Je tenais à laisser mon message pour dire simplement que M. Paul Piché m'a donné des frissons et j'adore sa façon de parler de la politique. J'ai vécu un bon moment. » Et Mathis, en nous parlant de Mel Charlot, dit « J'adore cette femme que j'ai trouvée belle dès la première diffusion des Révolutions et j'ai appris à découvrir cette femme forte, authentique et pétillante. Merci pour toutes les femmes, toutes les femmes. » Alors, bien, merci de nous dire ça. Puis effectivement, Mel Charlot, je la connaissais pas. J'avais tellement hâte. Ça, là, c'est incroyable le privilège de voir quelqu'un comme ça qui arrive à Révolution. Puis comme Mathis nous dit, moi aussi, je suis comme tombée en amour avec cette femme-là. Son charisme, c'est je sais pas, son expérience en danse, puis comment ça se fait que je la connaissais pas avant, et de lui demander si elle veut participer à Ouvre ton jeu, puis elle dit oui. D'avoir ce privilège-là qu'elle passe plus d'une heure et demie avec nous, c'est extraordinaire. Je veux remercier mes partenaires parce que grâce à eux, on peut diffuser gratuitement sur toutes les plateformes le podcast. Donc, il y a Karine Jonca qui vous offre d'ailleurs un code promo qui donne 15 % de rabais en ligne si vous allez sur son site web Ouvre ton jeu. 15, c'est la même chose pour Eros et compagnie, offre 15 % de rabais avec le code promo Rose 15, une fois de plus, site web. Et on a Opto Réseau qui présentement en grand solde annuel jusqu'à 50 % de rabais sur plusieurs montures du 4 novembre 2024 au 10 janvier 2025. J'ai une équipe en or qui m'entoure au podcast. Il y a Caroline Dionne qui est à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique et Maëlle Ledevin à la captation. Vraiment, avec eux, ici, c'est une équipe, je trouve enrobante, calme. On aime recevoir les invités. À chaque fois, on reparle de ce qu'on vient de vivre. Donc, je sais pas, c'est comme si on apprend plein de choses ensemble. On adore faire ça. Aujourd'hui, c'est un homme dont ça fait longtemps qu'on le voit dans l'espace médiatique, autant comme acteur, comme humoriste, animateur. Je parle de Michel Barrette. Michel, c'est un homme qui se dévoile quand même beaucoup. Il a parlé beaucoup de lui, mais je suis certaine qu'on peut encore aller plus loin avec cet homme-là qui a maintenant 67 ans, père de 4 enfants, avec une conjointe depuis 22 ans, Maude, que j'ai la chance de connaître. Il m'a invité à
à lui poser des questions sur scène et j'ai adoré ce moment-là. Donc, j'avais envie que ça se poursuive à Ouvre ton jeu. J'avais envie qu'il nous partage des choses, des leçons de vie aussi. Alors, je laisse place à Michel Barrette. À tout de suite. J'aurais dû comprendre plus tôt dans ma vie que j'ai pas toujours eu raison. J'aurais dû accepter au lieu d'être dans le déni. Non, c'est elle qui était pas correcte ou c'est lui qui était pas correct. Moi, j'avais raison. Non, t'avais pas raison. Avec le temps, tu finis par faire. Non, si t'avais tort, t'aurais juste dû l'avouer. T'aurais peut-être gardé ton ami ou ta blonde. Arrête de penser que t'as toujours raison. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Aujourd'hui, l'invité, j'avais hâte de le recevoir à Ouvre ton jeu. Ça fait déjà quelques années qu'on se connaît, mais ça fait vraiment plusieurs années que je le connais par ses spectacles, parce qu'il a joué à la télé. C'est un humoriste. C'est quelqu'un aussi qui se raconte. C'est un grand raconteur du Québec. Et certainement la personne la plus nostalgique, je pense, de tous les Québécois, Michel Barrette. Salut! Merci, Marie-Claude. Oui, nostalgique et fier de l'être. Fier de l'être, ça fait vraiment partie de moi, mais pas fier d'être nostalgique, comme on dit, moi, je collectionne les timbres ou j'aime beaucoup le hockey. Ça fait partie de moi parce que la nostalgie, j'ai 67 ans, les 0,67 ont existé et pour moi, je ne serais pas entier si on les oubliait. Je ne suis pas juste qu'on m'oublie moi, comme moi, j'oublie le passé. Un objet me rappelle des tranches de vie. Si tu me présentes un objet du passé, tu sais, avant d'arriver ici, je suis allé chez un antiquaire où j'avais vu sur Internet qu'il y avait un objet à vendre qui m'intéressait. L'objet, c'était un avion des années 30, 40. C'est une lampe avec un vieil avion. Et j'ai une photo de mon père quand il était dans l'Air Force à Gimli, au Manitoba. Et il est à son bureau dans sa chambre et il y a le même avion, la même lampe de l'avion. Ça me prenait ça absolument. Alors, pour moi, l'avion, c'est pas seulement les années 30 et 40 à cause du modèle de l'avion ou à cause du style de la lampe, pourquoi l'avion est important. C'est mon père. C'est mon père dans l'aviation. Ça me ramène à lui, à côté de photos, justement, dans des bases militaires, à l'intérieur de son T-33. Alors, c'est toute l'image que je me fais de mon père avant ma naissance. Et toute l'histoire qui fait que parce qu'il était aviateur j'allais dire dans l'Ouest, dans le centre du Canada, et que j'allais être le premier enfant des deux familles, que ma grand-mère Barrette a convaincu mon père de revenir à Chicoutimi parce qu'elle ne voulait pas imaginer que j'allais naître en Anglais, Manitoba. Et alors, la décision de mon père de laisser l'Air Force, le Canadian Air Force, et de s'en venir à Chicoutimi, ça l'a fait de moi que je suis né à Chicoutimi au lieu de naître là-bas. Fait que c'est tout un changement de vie. Fait que tout le reste, tout ce qui entoure ça, mon père qui convainc ma mère, peut-être qu'on devrait revenir à Chicoutimi. Ma mère qui est sûrement très contente parce que je va être près des siens, sa mère et tout, parce que c'est la plus vieille des deux familles. Je pourrais te parler de tout ce cheminement-là. Et ça part de quoi? D'un avion en métal qui est aussi une lampe. Alors, c'est pas seulement un objet. La nostalgie, c'est ça. La nostalgie, ça peut partir d'un objet, ça peut partir d'une chanson. Moi, là, je roule, j'ai mon playlist. Quelqu'un qui écouterait mon playlist, il pourrait sûrement me dire, tu sais qu'il s'est fait de la musique depuis 1980, maintenant. Alors, mon playlist, oui, j'aime beaucoup découvrir de nouveaux artistes, chanteurs, chanteuses ou autres, mais il faut qu'il y ait une histoire. Il faut que, moi, si j'écoute une chanson qui me faisait pleurer à l'époque, à 67 ans, je suis seul dans ma voiture, puis faut que je prenne un grand respect pour pas partir à pleurer encore. Parce que tu reviens à ce moment-là. Je reviens à ce moment-là, surtout la musique, parce que ça t'enveloppe et tout. Ah oui, mais la musique, il y a un exemple de ça. Un jour, je croise dans un studio Gérard Lenormand. Gérard Lenormand, Monsieur Lenormand. Là, je suis devant lui. Gérard Lenormand, c'était un artiste que j'écoutais en cachette parce que, tu sais, quand j'avais 17 ans, mettons 18 ans, on était plus Led Zepp et compagnie. J'aurais jamais pu avouer à mes chums que j'écoutais du Gérard Lenormand. Ce que les gens se souvenaient surtout de Gérard Lenormand, c'était le petit dauphin triste ou
la vie. Chaque jour, etc. C'est Ouais, ça? Oui. La balade des gens heureux. La balade des gens heureux, c'est moi, ça. C'était pas ça. Moi, c'était pas ça. C'était Et puis lentement. Je te chanterai pas, je vais te dire juste... Les paroles? Des paroles. Et puis lentement, on voit s'éloigner nos 20 ans comme un ami un peu vieilli qui part quand la fête est finie pour ne plus jamais revenir, plus revenir. À 20 ans, je croyais vraiment avoir tout le temps de vivre ma vie. Maintenant, certains soirs, je sens venir doucement la peur de vieillir. J'écoutais ça, j'avais 17 ans. Mais quand tu écoutes les paroles... Alors moi, je suis devant lui, je fais « Et puis lentement, on voit s'éloigner nos 20 ans comme un ami un peu vieilli qui part quand la fête est finie pour ne plus jamais revenir, plus revenir. Le temps nous emporte. » Il fait « Qu'est-ce que c'est? » Je dis « Ben c'est Et puis lentement. » Et c'est de qui? Mais je dis « C'est de vous. » Quoi? Oui, et puis lentement. Et puis lentement, on va... Je dis « Voyons... » Ah, ça, c'est des fonds d'album. Quoi? Oui, il dit, quand on produit un album, il faut avoir au moins une dizaine de planches. Alors, à la fin, on met n'importe quoi. Ça m'a insulté. Ben, j'ai dit, vos fonds d'album étaient meilleurs que vos dessus d'album, mon petit dauphin triste. Puis je suis parti, je l'ai insulté. Puis le soir, j'étais à la Place des Arts parce qu'il était en show, il était à Montréal pour ça. Puis le lendemain, la chroniqueuse de la presse avait écrit, j'ai vécu un moment complètement absurde hier. Parce que bon, j'avais Michel Barrette, le gars de char, assis en avant de moi, l'image que j'ai. Donc. Puis elle dit qu'il connaissait par cœur toutes les chansons de Gérard Lenormand et qu'il les chantait par cœur. Elle dit, les deux seules chansons qu'il a chantées, c'était Le Petit Dauphin triste puis une autre niaiserie du genre La balade des gens heureux. Parce que pour moi, c'était n'importe quoi. Alors pour moi, là, c'était important dans ma vie. Et l'artiste, lui, c'était ses fonds d'album. Comme quoi la nostalgie d'un et pas la nostalgie de l'autre. Il devait se dire, pourquoi il me chante ça? Oui, mais c'est de qui? Ben, c'est de vous. Ah ouais? Chris. Non, mais je peux l'imaginer dire, non, mais ça va arrêter, là. Non, mais tu comprends, lui, il s'attend à se faire parler de ses grands succès. Ben oui, puis il devait dire, pourquoi il me chante ça, là? Ben, c'est quoi ça? Ah, mais ça, c'est décevant, j'avoue. C'est décevant. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu? Oui. Là, tu viens tout sérieux, j'aime ça. Il faut dire aux gens qu'il n'y a pas longtemps, tu m'as demandé, en fait, ça fait longtemps que tu me l'as demandé, mais il n'y a pas longtemps qu'on l'a fait, de participer à ton spectacle Un mot, une histoire, où je te posais des questions. Que je ne connaissais pas d'avant. Non, exactement, absolument pas. Et à peine moi, je les connaissais moi-même à peine d'avance. Et on a vraiment passé un beau moment avec, c'était à Saint-Jérôme, avec vraiment un public incroyable. Là, ton public est incroyable. Merci de m'avoir offert ce privilège. C'est gentil, puis c'était une soirée formidable. Oui, merci, parce que j'ai répondu à des questions, mais parce que tes questions étaient pertinentes, puis ça me permettait d'aller ailleurs. Je ne veux pas dire que les autres invités, parce qu'à chaque soir, dans la chaise à côté, c'est quelqu'un de différent. Donc, ça m'amène ailleurs, parce que c'est leur curiosité différente, leur manière de poser des questions. Mais toi, c'est tellement ton métier, puis je ne devrais pas dire ça, c'est ton métier. C'est tellement ce que t'es, ta curiosité à toi m'a amené ailleurs. Tabarouette, Marie-Claude Barrette. Ce qui fait que moi aussi, j'ai eu beaucoup de fun. Parce que je veux pas, quand je raconte, tomber dans les mêmes patterns, tu sais. Sinon, écris un show puis monte sur scène, fais-le. Ouais. Fait que ça m'a permis vraiment de m'amuser. Fait que je suis sûre qu'on va quand même se promener ailleurs aujourd'hui avec le jeu. Donc, les cartes vertes, Michel, c'est des cartes qui sont... des cartes que plus génériques, j'ai envie de dire. On commence à te connaître avec les cartes vertes. On commence à rentrer dans ta vie. Avec les cartes jaunes, ben là, on avance tranquillement. Avec les cartes rouges, on est plus personnel, je te dirais. Le niveau Eros et compagnie, tu comprendras que c'est des cartes à saveur sexuelle et sensuelle. Et Opto Réseau, c'est la carte qui fait qu'on finit toujours bien. Ouvre ton jeu. Le Joker, si tu trouves que ça va trop loin, tu n'as plus envie de répondre, tu le mets sur la table et on passe à une autre question. Tu as juste une chance. Okay. Je pourrais t'en donner deux si tu veux. Mais habituellement, on en a juste une. Alors, je vais te demander, tu peux les brasser sur la table, de me donner 5 cartes vertes. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Et je vais te les lire. Tu vas en choisir une auquel tu devras répondre. Et après, je vais en choisir une aussi auquel tu devras répondre. Donc, il y en a 3 qu'on ne touchera pas là-dessus. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Comment réagis-tu à l'autorité? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens?
Et j'ai le choix de 3 Une. Une T'en choisis seule. une. Il y en a 3 qu'on écarte. Il y en a une que tu choisis, puis il y en a une que je choisis. Il y en a des faciles que je ne répondrai pas parce que c'est trop simple. L'endroit où je me sens le plus en contrôle de moi, c'est sur la scène. OK. Alors, on ne passerait pas celle-là. OK? Bon, OK, parfait. Fait que t'avais quelle importance accordes-tu au regard des autres? OK. Comment réagis-tu à l'autorité? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Il faut choisir sur un de ces trois. Oui. Tu me connais, j'aurais le goût de répondre à toutes Je les le questions. sais. Mais le regard des autres. Non, excuse-moi, l'autorité. L'autorité. L'autorité, moi, j'ai été élevé par un grand-père qui était pas un bandit. Qui était pas, tu sais, c'est un gars qui marchait selon les règles, tu sais, qui fier catholique à la messe, il faisait la quête, très carré, très, mettons, papa a raison dans les années 50. Tu sais, l'image qu'on se fait du rêve, pas du rêve américain, mais de la famille américaine ou canadienne, par définition, des années 50, début 60. Tu sais, avoir sa maison, la pelouse est bien coupée, la voiture est propre, la femme à la maison, les enfants, on va à la messe le dimanche. Hein? C'était très mon grand-père. Tu sais, alors, on aurait pu dire c'est un citoyen modèle, tu sais, parce qu'il travaille, il fait attention à sa faire, il garde ses sous, il va à la messe. Hein. De l'extérieur, tout était parfait. Tout était parfait, mais il rejetait l'autorité. C'est-à-dire que lui, pour lui, un policier, je ne le raconterai pas, là, mais il y a des... Lui, si tu t'adressais à lui en essayant de passer par-dessus ou l'obligeais à faire quelque chose, surtout qu'il était comme si c'était pas un bandit ou rien de ça, si tu doutais de ça, ou tu l'arrêtais parce qu'il allait trop vite, ou toute forme d'autorité, tu faisais face à un mur. Excuse-moi, là. C'est moi qui décide la vitesse que je vais traverser le parc des Laurentides. Puis si t'es pas content de la vitesse que j'allais, rembarque dans ton bazou, essaie de me rattraper, puis là, tu m'arrêteras. Si tu me recolles, là, si tu réussis à me dépasser, à me coller, tu nous auras ton ticket. Bye, n'importe quel char partait. La police partait après, il pouvait rouler 1 heure de temps à 100 milliards d'heures, puis ça sauver. Parce que c'est pas toi qui vas décider. C'est pas toi qui va... Pour lui, l'autorité. Quand je suis rentré dans l'armée, là, mon père avait été dans l'Air Force. Moi, je rentrais dans l'armée, mon fils aussi, plus tard. Il comprenait pas. Un petit peu, là. Tu vas te laisser crier après? Toi, un barrette, là. Ils vont dire, tourne à gauche, retourne à gauche. Mais c'est ça, l'armée, là. L'armée, c'est la discipline. Pas ça. Tu l'as, la discipline. Tu te la fais toi-même. Il dit, moi, là, si je me retrouvais avec une carabine, il dit, le commandant en avant, là, il y aurait une balle dans le front. Puis je pense qu'il l'aurait fait. Mon grand-père a été zéro le candidat pour être dans les forces armées parce qu'il refusait ces formes-là d'autorité. Et en même temps, sa religion, qui l'obligeait à aller se confesser, puis à la messe le dimanche, ça, il respectait ça. C'est la croix au-dessus de la porte. Mais ce qui venait de l'homme, là, qu'est-ce qu'il se prend, lui? Parce qu'il y a une calotte et un gun, vont nous m'écœurer. Il y avait la loi de Dieu. Il y avait la mais loi pas de la Dieu, loi la loi des hommes, il la respectait pas. Tu sais, c'était pas un fou. Là, je te raconte ça, on dirait que c'était un bandit. Du tout, du tout. Tu peux ne jamais le savoir. Mais tu penses que ça venait d'où chez ton grand-père? Je pense que c'est un gars qui a été élevé vraiment à la dure. Vraiment, vraiment à la dure. Mon arrière-grand-père vendait et louait des chevaux à l'époque. Mon grand-père est né en 1913. Alors, si on se ramène, mettons, à la fin des années 20, à Chicoutimi, petite ville, bon. Et un exemple qu'on m'a raconté, il y a, mettons, 16 ans. Et il y a un cheval dont la location est due. Tu sais, mettons, c'est à temps par mois, je sais pas ça, puis le gars, il fait 2, 3, 4 mois de paiement de location de cheval. Fait qu'il dit, mon arrière-grand-père dit à mon grand-père, va chercher mon cheval dans le rang 4 là-bas. Bon, il revient, il saigne du nez, il a mangé une volée, parce que sur la ferme, il y a du monde, il y a des ouvriers, des fils d'eux. Il était ça de 16 ans. Au lieu de faire, ben, qu'est-ce qui était arrivé? Il dit, ramasse-toi une hache, ramasse-toi ce que tu voudras, ramène mon cheval. Fait qu'il est parti, il est revenu avec le cheval, il y avait encore plus de sang sur lui, qui n'était pas le sien. Il a ramené le cheval. Fait qu'il était élevé comme ça. Si vous ne voulez pas me donner le cheval, ben, j'ai amené la hache, sinon il va avoir un coup d'hache. Aujourd'hui, on dit, ça n'a pas de bon sens, la police. Moi, je l'ai vu faire des affaires, là. Ouais, OK, moi, je vais le compter. On est là pour raconter. Je vais le compter. En 1966, j'ai donc 9 ans. Mon grand-père travaillait pour les Price sur le plan d'aluminium à Arvida. Il conduisait un pick-up sur le plan. C'était immense, alors d'un bâtiment à l'autre. Et
le vendredi, quand il revenait, c'était un ouvrier, donc il habillé en ouvrier. Là, il devenait M. Barrette. Chapeau, la chemise, il était impeccable. Il était impeccable tout le temps. Les souliers, c'était impeccable. La petite affaire qui tient à la chemise, là. Fier de lui, la voiture est pas bon. Alors, le vendredi, l'épicerie, le samedi matin, elle est déposée. Là. On allait d'abord chercher la paye à Arvida, puis au bureau de la paye. Puis on venait à Chicoutimi, puis on allait à la banque pour déposer la paye. On entre dans le stationnement qui existe encore. Là. Ceux qui écouteraient et qui viennent de Chicoutimi, vous allez le reconnaître, là, en bas de la Côte-Morin à droite, là, avant la rue Racine. On entre là pour aller stationner la voiture. Il fait le tour, il n'y a pas de place. On ressort de là. Il n'y a pas de place. Il y a un gars là, il doit avoir mi-vingtaine. C'est assez bâti. Je me souviens, j'ai 9 ans. Et le gars, il dit, c'est 30 sous. C'est 25 cents de rentrer là, stationner. Il dit, hey, je ne payerai pas. Il dit, il est plein. Mets ta pancarte complet, là. Il dit, ton parking est plein. Il dit, c'est 30 sous pareil. Mon gars, il dit, qu'est-ce que t'as pas compris? Tu viens de me voir rentrer, je ressors. Je me suis pas parqué, je ne payerai pas 30 sous. Et là, le Flo, là, il a dit, hey, le vieux, c'est 30 sous. Pourtant, mon grand-père, il avait quoi, 5 ans. Il était plus jeune que moi de 10 ans au moins. Tu sais, on pense grand-père, on pense évidemment. Oui, mettons 57 ans, là. 55 ans. Genre. Dans cinquantaine, là, ça, c'est pas non, regarde, j'ai 67. J'ai pas donné ça dépend des matins, mais pas aujourd'hui. Là, fait que là, il dit, qu'est-ce que t'as dit? Là, le gars, il parlait plus. Il débarque de la voiture. Moi, je suis là. Il dit, qu'est-ce que t'as dit? Là, le fou, il checkait le grand-père. Il dit, c'est 30 sous. Non, t'as rajouté un petit quelque chose. Qu'est-ce que t'as dit? Puis là, le gars, il s'assied, tu sais, il est jeune. Lui, j'ai dit, hey, le vieux, c'est 30 sous. Il se tourne lentement, comme ça, il est dehors, tu sais. Il se penche comme ça à la fenêtre, de la portière. Il dit, Michel, lui, là, il trouve que ton grand-père, il est vieux. Il se vire d'abord. Moi, ce que je vois, c'est la tête du gars, poignée dans la tête. Mon grand-père, là de même, là. Il te le brasse comme ça, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il lâche, paf, il tombe à terre sans connaissance. Mon grand-père a placé son chapeau. Tiens, ton esti 30 sous. Il a fermé la porte, puis il est parti calmement. C'est réglé. Ce jour-là, là, je me souviens, j'étais à genoux à l'envers dans un siège, je regardais le monsieur sur le trottoir sans connaissance. J'ai compris que tout ce que j'avais entendu de 0 à 9 ans, des histoires de mon grand-père, et tout ce que j'allais entendre par la suite allait être vrai. Tu pouvais connaître mon grand-père toute sa vie en trouvant qu'il était tellement fin, M. Barrette, tellement gentil, puis il aide les autres, puis généreux, puis peut-être à travailler, nana. Mais si tu avais affaire à lui, tu avais un grave problème. Et moi, parce que la réponse, la question, c'était pas à mon grand-père qui se posait bien à moi. Il a fallu que je me parle parce que j'avais cette espèce de réaction-là. C'est-à-dire que je pouvais avoir un trait de caractère qu'il fallait que je travaille, moi, parce que ça revient un peu à l'autre question que tu aurais pu me poser, mais ça revient quand même à ça. C'est que, moi, après ça, je trouvais que mon grand-père était formidable. Je l'ai trouvé formidable. J'ai pas regardé mon grand-père, on m'a dit, c'est un fou, ça. Non. Mon grand-père, il s'est fait écœurer. J'étais témoin. Le jeune l'a traité de vieux. Il n'a pas accepté ça. Puis il a étouffé le gars. Je te le dis, puis je ris. N'importe qui dirait, tu ris pas, là, c'est grave. Là, c'est violent. Là. Alors moi, j'ai été élevé là-dedans. À cette violence-là, tu sais, il battait pas ma grand-mère. On n'est pas des enfants battus. Il sortait pas dehors bien chaud pour aller battre les voisins. Non. Fait que pour moi, ça, c'était correct. Je me disais, non, c'est ça. C'est violent, mais la vie est violente, puis lui, il était comme ça. Il faut que je me parle parce que moi, j'ai eu tendance à régler des cas comme ça. Tu sais, je me souviens de faire une tournée avec Jean-Marc Parrain, de raconter en show d'ailleurs. Il y a longtemps, au début des années 90, on fait la tournée de Parrain Barrette. Puis Jean-Marc se faisait écœurer. Il se faisait écœurer tout le temps. T'sais. Pour tout le reste. Tout le monde l'aimait, mais ça en prend juste 2-3 innocents pour pas l'aimer puis l'écœurer. Puis Jean-Marc était un pacifiste de première, c'est-à-dire que non, il a le droit à son opinion. Je me souviens dans un bar à Québec, c'est pas une opinion. Ce qu'il te dit là, c'est pas une opinion. Là. Il est en train de t'écœurer. Puis là, non, il me connaissait. Il disait, non, c'est correct, Michel, c'est correct. Alors moi, là, je l'endurais pas. Puis il m'a donné, je réglais des cas aussi. Je poignais le gars un petit peu plus tard dans le bar, puis je le ramassais, bing, bang, pif, paf, tu sais. Puis il m'a dit tellement qu'un jour, Jean-Marc, il est sur scène à Québec, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui m'avait raconté, il m'avait rencontré, puis il me dit, hey, toi, t'as l'air de rien, puis t'es un tough. Non, je suis tout petit, moi, je suis pas. Ah non, Jean-Marc Parent, j'ai vu son show, puis il dit, il comptait une fois que tu t'étais débattu. J'étais, il compte ça sur scène. Moi, je savais pas.
Puis il dit, il y a un gars dans la salle qui s'est levé, un taupin, puis il a crié à Jean-Marc, « Moi, Barrette, je le poignerais, Barrette. » Puis il avait dit au gars, « Toi, t'es gros, mais Barrette, il est fou. Il va te tuer. » Le gars s'est rassis. Là, j'ai appelé Jean-Marc, je dis, non, c'est drôle, le monde, il rit. T'as un petit peu, là, Jean-Marc, là? J'ai pas le goût de me faire battre sa rue. Je suis pas... Non. Moi, mais je t'ai vu battre des gars bien plus fort que toi. Tant mieux, là, mais c'est une autre époque, tu sais. Mais voyons donc, qu'est-ce que tu racontes là? Arrête! On me fait sauter dessus, le gars va s'asseoir, je Barrette, parce que ça a l'air qu'il est capable de se battre. Mais ça, ma réaction face... Alors, il a arrêté, tu sais, puis j'ai sauvé ce qui me restait dedans. Puis ça venait de mon grand-père. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté d'être comme ça? Mais d'abord, je ne l'étais pas du tout au début. C'est-à-dire que je le regardais, lui. Puis quand j'étais jeune et ado, moi, j'étais pisse totale. Dans mon journal intime, parce que j'écrivais mon journal intime, les rockers, j'haïssais ça. Il y avait des... Tu sais, à la polyvalente, il y avait le coin des tables de ping-pong. Mais les gars en veste de cuir, puis ça, les rockers se tenaient là. Mais moi, je me tenais pas là. J'avais les cheveux longs. Ma blonde avait un poncho, puis on sentait le patchouli. Si tu lis mes 16 ans, c'est un enfant fleur, tu sais, qui écrit des poèmes, puis tu sais, qui lit des livres, puis qui écoute du Cat Stevens, puis qui lit du Khalil Gibran, puis de Prophète de Saint-Exupéry. J'étais loin de tout ça. Mais je veux dire que le changement s'est produit, où je suis devenu plus comme ça, là, comme mon grand-père, dans l'armée. Parce que dans l'armée, tu sais, plus maintenant, parce que quand mon fils est rentré dans l'armée, j'ai dit, tu sais, il fallait que tu te battes. Comment ça? J'écoute, je mesure 6 pieds 2, tu devrais être correct, tu sais. Non, mais je m'en vais là pour me battre. Ben, t'en vas là comme soldat. La guerre, c'est violent. Si tu n'as pas à te battre sur la base contre, dans le temps de c'est contre des Anglais, il y a quelqu'un qui va venir t'écœurer, là, tu te battes. Puis quand il est venu pour me faire, j'ai dit, non, il dit, hey, tu fais juste pousser quelqu'un, puis il n'y a plus rien, plus de violence. Alors que moi, dans mon temps, tu rentrais dans la barrette, tu étais 90, tout le monde, dans les 3 premières semaines, allait trouver sa place. Tu pouvais pas te planter devant les gars balafrés de main, parce que souvent, à la fin des années 70, mettons, tu te passais devant le juge parce que tu avais volé un dépanneur ou volé un char, je sais pas quoi. Tu avais 2 choix. Tu allais en prison ou tu rentrais... mettons, l'avocat va dire, vous savez, mon client, Paul, 21 ans, il veut se replacer, fait que je pense qu'il choisirait les forces armées. Puis souvent, les juges disent, bon... On va mettre un peu de discipline dans cette affaire-là. Fait qu'au lieu d'aller en prison, force dans le là-bas. Fait que sur 90, ça avait les 15 premiers qui étaient des bombes finies, tu sais. Les autres, tu ne pouvais pas les toucher. Mais tu voulais pas, surtout pas être les 10 d'en bas. Parce que moi, j'ai vu ça, mettons les derniers, là, ceux qui ne pouvaient pas se battre ou qui n'avaient pas la capacité ou qui n'avaient pas cette violence-là. Ben, eux autres, ils mangeaient une volée. Et 2, ils se faisaient lancer, mettons, hey, tu feras mes souliers. Hey, viens ici, fais mon lit. Ils donnaient des esclaves des autres. Fait que j'ai compris rapidement que je ne pouvais pas être en haut, mais que je voulais surtout pas être en bas. Fait que ce qui fait que je me suis battu. Puis j'ai mangé. Je me suis battu et j'ai mangé une volée dans un bar la première fois qu'on est sorti. Le premier mois, quand tu es dans l'armée, tu restes sur la base, ça n'a pas le droit d'avoir rien de civil. Ils veulent vraiment te casser de la vie civile, la vie militaire. Et le premier week-end, après un mois, je me souviens que c'était au mois de décembre, juste avant Noël. Donc, on aurait pu s'en aller chez nous, mais il fallait aller à la maison pour Noël puis revenir. Alors, on s'était tous dit, gars, il reste 2 jours, on va rester à Saint-Jean, on va faire les 2 jours qui nous manquent, puis après ça, on partira pour Noël. On était allé dans une discothèque à Saint-Jean, dans un sol, je me souviens. Et j'étais à la salle de bain, j'étais dos à la porte, puis j'ai juste reculé ma main comme ça pour ouvrir la porte de la toilette. La porte s'est ouverte et j'ai mangé une volée de quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie. Il m'a tellement frappé rapidement. Tu sais, si tu chicanes à quelqu'un, tu t'attends à qu'il y ait un coup de poing qui s'en vienne. Mais là, ça a juste fait paf, paf, paf. Le gars m'a cassé toutes les dents de là, cassé le nez, en tout cas, une boucherie. Puis, je me souviens parce que c'est arrivé le vendredi soir. Au lieu d'aller directement, en venant à la base, aller à une infirmerie ou au dentiste, puis j'avais toutes les dents cassées. Puis, il n'y avait pas de déplacement, mais il était cassé. J'ai attendu. Vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Le lundi matin, j'avais 2 têtes sur l'inspection. Parce que dans l'armée, à moins que tu aies une jambe cassée ou un bras arraché, tu fais ta panique pareil, tu fais ton ménage pareil, tu fais des affaires pareil, tu t'habilles pareil, il y a l'inspection, voilà, tu vas te retrouver pareil dehors en parade, là. Puis ils vont faire l'inspection des rangées. Quand ils sont arrivés devant moi, l'adjudant qui a chef ça, je me souviens de l'adjudant, il dit « Barrette, vous avez 2 têtes! » L'infection t'a pogné là-dedans, tu sais. Fait que là, dans l'armée, vous allez l'apprendre, ben, je sais pas si c'est encore comme ça, il y avait la parade des malades. Ouais, the sick parade, parade des malades. Fait que si t'as une toux, t'as mal aux oreilles, t'as la grippe, t'es malade. Pas si t'es blessé, t'es malade. À un moment donné, OK, sick parade. Là, t'as les malades qui sortent des rangs, puis ils font une parade.
T'as des estropies qui traînent du pied, qui toussent, qui crachent. Mais voyons donc! Ils passent devant les pelotons. Puis après ça, ils s'en vont à l'hôpital, mettons. Là. Puis ceux qui ont besoin d'aller en psychiatrie, ils arrêtent là. Ceux qui ont besoin d'aller au dentiste, ils vont arrêter chez le dentiste. Le dentiste me regarde, il dit là, c'est quoi? Là, il voit bien que toi, t'es cassé des mollets, tout cassé. Et là, il me dit, là, il avait deviné que j'avais mangé une volée, j'avais le nez cassé aussi. Ça. Et il dit, pourquoi t'es pas venu tout de suite vendredi soir? Tu sais? Ouais, je pensais que ça allait être correct. Là, j'ai un problème. Parce qu'il dit là, l'infection est pognée là-dedans. Il dit, il faut que je t'arrache le reste des dents cassées. Mais il dit, pour ça, il faut que je te gèle. Mais je peux pas te geler parce que tu es infecté, ça n'a aucun effet. Et en même temps, je peux pas ne pas t'es arracher parce que ça va continuer de s'infecter. Je lui dis, OK, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que je t'arrache les dents à froid. Il m'a arraché les mollets à froid. Fait que là, ça faisait mal. Fait que je perds de connaissance. Puis là, l'assistante dentaire, elle me mettait les selles, qu'on disait, là, comme de l'ammoniaque, je sais pas. Je me réveillais. Là, je disais, les avez-vous enlevés? Non. Il dit, je peux pas te les enlever si t'es pas réveillé complètement. Sinon, ça prend un anesthésiste qui va dire la même affaire que moi. Fait que j'ai perdu connaissance, revenu. Après ça, je me suis dit, il n'y en a plus jamais un qui va me saquer une volée. Et le temps que j'étais, les 2 ans que j'étais dans l'armée, je me suis battu. Puis quand je suis sorti de l'armée, dans l'armée, tu es en forme, tu manges bien, tu t'entraînes, puis comme tu te bats souvent, tu finis par comprendre comment ça marche. Fait que j'ai traîné ça pendant plusieurs années où ça prenait pas grand-chose pour... On appelle ça s'étirer le bras. Là. Ça prenait pas grand-chose que virer en bataille. Tu sais. Mais dans le fond de moi, je pense qu'il y avait plus... J'avais un partage entre mon grand-père, mon père, un jour, descend dans le sous-sol, dans le garage. Il surprend mon grand-père en train de me faire une matraque. Un bouldering, une bille d'acier, entourée de cuir, tressée, avec une gant se mettre au-dessus de la main. Puis il m'avait expliqué qu'il ne faut pas qu'elle soit trop lousse pour pas la perdre si quelqu'un tire après, mais pas trop serrée non plus. Puis là, il m'avait expliqué, il dit, mettons, ton ennemi est là. J'ai 10 ans, mettons. Là. Il dit, tu recules la boule d'acier, puis tu y frappes ça là, tu le tues. Mon père arrive là-dessus. Tu le tues. Qu'est-ce que tu fais là? J'apprends à se défendre. Non, t'es en train de dire de tuer... Non, mais là, mon grand-père expliquait à mon père, que s'il se fait écœurer, le gars, il écœurera plus, il va être mort. Moi, je vois ça normal, tu sais. Mon père montait de là à mon grand-père. Qu'est-ce que tu fais là? Voyons donc. Il faut qu'il apprenne à se défendre. Il est tout petit, là, puis il va manger des volets. Fait que je traînais ce passé-là où mon grand-père voulait que je tue du monde à moi, hippie, qui voulait surtout pas ça, qui haïssait les rockers. Fait que ce combat-là entre les deux, je l'ai traîné parce qu'en même temps, la peur que j'avais quand j'étais jeune, parce que j'étais intimidé, la période où j'étais avec ma grand-mère, j'étais un peu efféminé, même à la limite. C'est ma grand-mère, moi, je vivais dans un monde de femmes. Mes tantes, puis des bonhommes travaillaient des jours, fait que j'étais toujours entouré de madame, puis comme j'étais curieux, puis que je lisais des livres, j'écoutais de la musique, puis je chantais du José Lito, ça. J'allais pas jouer au hockey dans la ruelle, puis j'étais pas cet enfant-là. Fait que cet enfant-là est devenu l'enfant fleur, mais il m'est élevé par un grand-père qui veut que je tue quelqu'un un bouldering, tu sais. Fait que il a fallu que je fasse la part des choses. Puis parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Ça peut pas être ni à l'extrême d'un. Il fallait que tu saches qui tu étais vraiment. Là. Qui j'étais vraiment. Puis le moment où j'ai arrêté d'avoir peur, parce que j'ai compris, le gars d'en face, même s'il était plus gros, il ne pouvait pas m'écœurer, puis je lui donnais pas le droit de m'écœurer, puis je lui donnais pas le droit de me pousser ou parce que je me souviens d'un des voisins qui était plutôt intimidant, là, qui nous sacrait à voler, nous autres, des autres jeunes du même âge. Là. Puis un jour, il m'a sacré une volée, puis je suis revenu chez mon père. Il était pas mieux que mon grand-père parce que en saignant, puis un jour, il m'a cassé la gueule. Il dit, va, il casse la gueule. Parce que mon père aussi avait été élevé de même. Il avait beau chialer après mon grand-père, mais il avait eu la même éducation. Fait qu'il m'a obligé de retourner voir le gars. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai mangé une deuxième volée. Fait que, tu sais, je te parle de ça quand j'étais enfant, là. Alors, quand tu commences à comprendre que ça peut marcher des deux côtés, j'ai eu cette espèce d'assurance-là. Ça me disait, là, ça, c'est réglé. N'est plus m'écœurer. Mais une fois que tu as compris ça, tu n'as pas besoin de... Tu sais, je ne suis pas un agresseur. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller écœurer quelqu'un. Tu sais... Mais dans le cas de Jean-Marc, c'était une injustice pour toi. Ah, oui, pour revenir à Jean-Marc, c'était une lui, injustice. c'est ça. Donc, ça te prend ça te prenait un motif. Ça me prenait un motif. Au début, là, en sortant de l'armée, ça ne prenait pas de motif. Tu m'accrochais à l'épaule, puis je disais, hey, fais attention, puis si le gars répondait, t'as rien qu'à te tasser. Paf! Tu sais... Maintenant, là,
les arts martiaux m'ont aidé beaucoup là-dessus. Je suis là-dedans actuellement. Parce que j'ai pas le goût de frapper personne. Pas en tout. Puis, tu sais, on peut-tu avoir la paix? Puis je trouve ça tellement colon, le monde qui s'énerve, là, puis qui crient fort, puis qui font le gros bras. Ça me fait mourir de rire. Mais je pense que ce qui me reste de ça grâce aux arts martiaux, c'est que si jamais il arrive un problème que tu t'as pas provoqué, qui met ton intégrité physique en danger, ou celle de ta femme ou des enfants, ben je fais ça, parce que tu veux régler les cas rapidement sans jamais être l'agresseur. Mais si tu deviens l'agresser, il faut que ça arrête vite. C'est ta nature. Ouais. Très bonne réponse. Mais j'aime ça parce que, tu vois, ça, je l'avais jamais entendu de toi. Je n'ai jamais raconté ça. Jamais, jamais, jamais. Le seul qui l'a raconté, c'est Jean-Marc là, qui contait mes histoires dans les spectacles. Il a arrêté après. Parce que c'est pas l'image que je veux projeter. Puis 2, j'ai pas le goût de sortir d'ici tantôt puis un gars, tu sais, quelqu'un qui m'entendrait raconter ça. Ouais, t'étais si tough que ça. Mon grand-père, OK, mon grand-père, c'est allé loin. Je ris, puis je devrais pas rire. Mais un jour, il est en chaise roulante, il est vieux, il a une noce dans la famille de je sais pas quoi, du côté des Lévesques. Puis là, moi, j'ai toujours raconté mon grand-père, tu sais, sur scène, comme il était tough, puis il était batailleur, puis il roulait vite en char, Alors, il est dans la noce, puis il y a des petits cousins éloignés, je vois, qui se mettent à écœurer. Ça, c'est mon père, malheureusement. Heureusement, je n'étais pas là. Il est en chaise roulante. Puis là, il y a des jeunes qui viennent l'écœurer, là, de 18 ans, 20 ans. Hey, c'est vous, ça, Jean-Marie? Ben, ça a l'air que c'était tough, c'était jeune, ça se battait, il écœure le grand-père. Là, mon père, ils ont, hey, lâchez le grand-père, là. Il revenait. Ça a l'air qu'un gars, 2 gars, 3 gars, ça vous faisait pas peur. De pas un mot. Il m'a conté la finale, leur grand-père. C'est lui qui m'a conté la finale. Ou qui m'a confirmé la finale. C'est mené, il y en a un qui s'est approché, puis il mettait la main de main. Nous voyez-vous? Nous entendez-vous? Choc! Il a pogné le jeune. Même affaire. Il s'est mal l'étranglé. Là, mon père met mon nom. Jean-Marie, là, il fallait. Jusqu'à ce qu'il perde connaissance puis qu'il se ramasse à l'hôpital. Mon grand-père dit, j'attendais. Et je ne pouvais pas me lever, j'étais en chaise roulante. Je ne pouvais pas être assez vite pour aller le pogner, mais j'attendais qu'il s'approche. Il n'arrêtait pas de m'écœurer, ça gagne de flot là. Puis il dit le premier qui s'approche en disant, m'entendez-vous? Claude! J'ai dit, grand-père, les autres ont... Ouais, mais c'était ça. Mais ton grand-père, je veux dire, ce qu'il a vécu dans son enfance, ça l'a marqué aussi. On devient pas violent comme ça ou c'est impatient comme ça. Parce que c'est quelqu'un de... Ça vient de loin, ça. C'est horrible ce que je veux dire là, mais c'est quelqu'un d'immensément bon, immensément gentil, Mais il y a quelque chose qui a comme gâché quelque chose, qui a cassé. Quelqu'un qui va me brasser. Je vais te poser une question. Quand je me regarde dans le miroir, je vois un gars de 67 ans qui aimerait ça avoir encore 17, mais qui, en même temps, passe sa vie à faire le trajet entre ses 17 et 67 ans, où il est obligé de se dire à tous les matins, j'ai été vraiment une très bonne personne, j'ai été vraiment une mauvaise personne. J'ai été vraiment heureux, j'ai été vraiment malheureux. J'ai le même constat que peut-être la plupart des gens peuvent se faire dans la vie, là, de dire, tu sais, je pense à des périodes où je fais, c'était pas cool, ça. C'était pas bien ce que je faisais, là. C'était pas... Cette vie-là, les gens autour de moi ne devaient pas aimer ça. Mais en même temps, c'était ça, vivre. C'était comme apprendre, puis on n'est pas tous... Il n'y a personne de parfait. Surtout pas moi. Mais je regarde le bilan, c'est surtout là, au moment où on se parle. Parce que, bon, mon plus grand, là, mon plus jeune, mon autre grand, qui est parti il y a quelques semaines en appartement, il est beau, il est fin, il est adorable, mon beau Jonathan. Puis là, on n'a plus accès. On n'a plus accès. On s'ennuie. Jonathan, qu'est-ce que tu fais vendredi? J'ai une date. Puis samedi, j'avais un parti de prévu. Il est en appartement à Québec, à 20 minutes de chez nous. Mais il a sa vie. Il a 18 ans. La maison est vide. Là, c'est le cliché total, mais c'est ça. T'as le syndrome du nid vide? Écoute, ça n'a pas de maudit bon sens. Combien de fois je me lève le matin et j'ai le goût de... Jonathan, maintenant, elle fait comme... Jonathan, il va bien? Parce que je viens d'y crier, il n'est pas là. Mon amour, il n'est plus là, sa chambre n'est plus en bois. La pièce existe, mais son stock est rendu à son appartement. Fait que c'est tout ça qui me passe en tête. Puis là,
la chose qu'il faut plutôt la chose qu'il faut pas que je fasse, c'est d'être dans le regret. Parce que ma nostalgie m'amène souvent à revivre des passages de vie plus ou moins importants, mais souvent l'adolescence, début vingtaine. Il y a des moments où des fois, je dis, avoir su, si j'avais entendu le message plus vite, j'aurais changé, j'aurais pris d'autres décisions, ce qui fait que j'aurais pas perdu telle affaire ou telle personne. Non. Il fallait que ça arrive. Il a fallu que je fasse confiance au destin en disant, il fallait que ça se passe comme ça. Si aujourd'hui, tu as ces 4 enfants-là, sur scène, je dis, j'ai eu 4 garçons de 8 femmes différentes, ben bon, c'est pas vrai, c'est 4 de 3. Si tu changes une chose à 17 ans, ces enfants-là n'existent pas. Cette vie-là, il fallait qu'elle s'inscrive dans quelque chose qui ne m'appartient pas. Alors oui, tu as perdu quelqu'un, tu as trouvé quelqu'un d'autre, le chemin était long, pénible parfois, mais tu arrives aujourd'hui et le bilan que tu fais de ta vie est merveilleux. Je suis bien avec ma femme. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Des enfants, chacun leur succès, à travers leurs doutes puis le travail qu'ils ont fait fort. Et parfois, ils l'ont fait seul en plus. T'sais. Je pense à Olivier, qui est mon acteur, qui, quand il a décidé... Olivier, là, il allait à l'école à Saint-Hyacinthe, au cégep, et un jour, je rencontre un de ses professeurs qui était son professeur de théâtre à Saint-Hyacinthe. Il me dit, « Olivier, qu'est-ce qu'il fait? » J'ai dit, « Il joue dans quoi? Il est sur scène, à quelle place? » Non, j'ai dit, « Il travaille en graphisme. » « Quoi? En graphisme? » Non, c'est un acteur. « Oui, en graphisme, qu'est-ce qu'il fait là? T'en train de perdre son temps. Votre fils, M. Barrette, c'est un acteur, c'est un comédien. Écoute, il en fait... Alors moi, j'avais dit ça à Olivier. J'ai dit, j'ai rencontré ton ancien professeur de théâtre, il me le nomme. Et il m'a dit ça. Il a fait, ah ouais? Il avait 25 ans à ce moment-là, Olivier. Quelques mois plus tard, il dit, sais-tu quoi, Pen? Je pense qu'il avait raison. OK? Il dit, je pense que je suis un acteur. Parfait. Alors, tu sais quoi faire? C'est un acteur. Il dit, oui. Je vais m'inscrire à l'École nationale de théâtre. C'est ça, il y en a 2, l'École nationale de théâtre. Et puis, il y a à Québec le il y a le conservatoire. L'École nationale. Oui, c'est ça. Il y a les 2 à Montréal, enfin. Il y a le conservatoire puis l'École nationale de théâtre. Oui. OK. Alors, je pense que là, sûrement qu'il dirait pas, t'es donc même malade. Mettons, on va dire que c'était l'École nationale de théâtre. Sinon, ça J'ai dit 2 choses d'abord. Tu sais que beaucoup d'appelés, peu d'élus, je sais. Puis j'ai dit, t'as 25 ans. Habituellement, tu rentres pas là à 25, tu rentres là à 18, 19, 20 ans. Là. Ben écoute, j'ai dit, tu sais que je vais jamais t'aider. Hein. J'espère. Je vais jamais t'aider. Je vais pas appeler un comédien, quelqu'un pour dire, hey, c'est mon fils, il est bien bon. Non. Tu vas te faire toi-même. Parce que tu as le talent, j'en doute pas, mais tu apprends ça, puis go. Je n'ai pas été d'un grand conseil, mais le grand conseil, dans le fond, c'est de pas l'aider. T'sais. Tellement qu'un jour, Gilbert Sicotte me dit, Olivier Barrette, c'est ton fils, ça? Oui. Ah, je m'en doutais. Puis là, ça faisait presque 1 an qu'Olivier allait. Puis il dit, tu savais pas? Non, je ne savais pas. Mais à un moment donné, je le regardais bouger, je le regardais jouer, je me disais, il me fait penser à quelqu'un. Je dis, Barrette. Ah ben, c'est pour ça qu'il m'a demandé si c'était mon fils. J'ai dit, donc, tu ne savais pas? Non. Donc, quand il y a eu des évaluations pour les. Tu sais, t'élimines, t'en gardes, je vois, 10 ou 30, je sais pas quoi. Ça l'a pas aidé. Non, à la limite, ça leur est nuit. Hein? Il était sonnette, il m'a dit, ouais, parce qu'il dit, si, dès le départ, on aurait vu toi à travers lui, on aurait peut-être oublié lui. On aurait peut-être dit, vrai. Il ressemble à son. Puis j'étais tellement content, je dis, donc, il l'a fait seul. Il s'est fait lui-même. Puis il a travaillé fort, puis il était là-dedans. Un jour, c'est Gilbert Sicotte qui m'a raconté ça. À l'audition, ils ont demandé pourquoi as-tu attendu aussi longtemps avant de te présenter ici? Il a répondu parce qu'avant, j'étais trop lâche. Comme, pas la lâcheté, comme le manque de courage. Et là, il a trouvé sa voix. Il fait, hey, moi, je suis un acteur. That's it. Je vais devenir un acteur. Alors, pour ça, j'ai une immense admiration. Et là, on le voit parce qu'il joue dans plein de séries. Puis il joue autant en Espagne qu'au Québec. Puis tout le monde me parle de lui. Puis là, parlez-moi de moi un peu, Chris. Il est beau, il est fin, puis il est bon. T'es fier? Oui, vraiment. Et fier des autres aussi. Là. C'est pas tous des acteurs. Mais chacun de leur côté. Et parfois, ils sont actuellement dans la recherche d'eux. Parfois, ils ne sont pas certains de ce qu'ils font actuellement. Mais c'est pas grave.
c'est pas grave. Écoute, moi, j'ai tout fait, là. Je commence à dire tout ce que j'ai fait avant d'être humoriste. Tu sais, de chauffeur de camion à chauffeur de taxi, à militaire. Il y a plein de choses là-dedans. Tu sais, directeur de crédit pour la Caisse des Jardins de financement de Jonquière. Faire des frais. Tu sais, sur ma porte de bureau, c'était avec Michel Barrette, conseiller budgétaire, spécialiste en prêts commerciaux, prêts industriels, prêts personnels, prêts hypothécaires. C'était moi, ça, le gars en arrière du bureau avec sa cravate. Moi, je pense aux gens qui j'ai signé des hypothèques dans le temps, quand ils m'ont vu en IA Tremblant TV après. Fait, c'est lui qui a signé mon hypothèque, le bonhomme pas dedans. Tu vas voir ton hypothèque, c'est marqué durée de remboursement, 25 ans minimum. Alors, tu sais, il faut. C'est SRA, mais en même temps, les SRA, c'est bien. Et je suis content qu'Olivier ait commencé ça à 25 ans. Parce que je pense, mais ça, c'est mon opinion à moi, qu'il faut que tu aies du vécu. Tu sais, pour aller chercher quelque chose dans toi. Tu sais, quand tu joues, là, tu sais, j'ai joué aussi, moi, à l'acteur, j'ai joué dans plein d'affaires. Mais il faut que ça passe par toi. Même si le personnage, c'est pas toi, Ouais, il faut que ça passe par quelque chose qui... Alors, si t'as pas de vécu, puis que je te demande je sais pas, de jouer la colère ou jouer l'homme qui vient d'être laissé ou le... Tu vas aller chercher ça où? Tu peux peut-être le jouer, peut-être que ça va être crédible, mais s'il y a un fond quelque part qui vient te rejoindre, ben, tu vas dire que lui... C'est encore plus soutenu, dans le fond. Exactement. Il y avait Pierre... On dit Pierre Houle? Pierre Houle, le réalisateur, pour qui j'ai joué dans une série policière. Je me souviens pas c'était quoi. Il m'avait dit, tous les scènes où ça brasse, t'aimes ça. Hein? Il dit, j'ai pas besoin de t'expliquer qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il dit, ça sent. Ben, j'ai dit, j'ai un passé un peu où ça brassait. Fait que si tu me donnes une scène où le gars, il faut qu'il sorte, ben, il va sortir, tu sais. Je me souviens d'ailleurs, dans Scoop, j'aurais dû fermer ma boîte, il y avait une scène où j'allais, j'avais eu une aventure à l'époque, Danielle Godin, la comédienne, que j'avais connue, le personnage, bien sûr, en Abitibi, puis je savais pas qu'elle était tombée enceinte de moi. Puis finalement, ma fille m'apparaissait dans ce couple. Je savais pas que j'avais une fille. Puis elle suivait sa fille, puis elle était danseuse en Abitibi. Puis là, elle décide de recommencer à danser à Montréal en me le cachant. Puis j'apprends qu'elle est danseuse, puis je m'en vais la chercher à l'Axe, tu sais. Parce que je dis, écoute, tu es venu rejoindre ta fille, tu es une danseuse. On se rappelle que c'est le personnage. Le personnage, pas Daniel Godin. Oui. Daniel Godin jouait le personnage de la mère de ma fille. Bon. Et là, on va jouer la scène où je rentre dans le bar, puis je dis au personnage de Daniel, qu'est-ce que tu fais de ceci, de nana? Puis là, Dorman va me sortir. Et là, Dorman, c'était le vrai Dorman du bar. Il était large, là, même. Alors, on joue la scène, puis là, il me sort, tu sais. Alors, le moment où il sort, il me pogne, puis il me lance dehors. Mais moi, je trouvais que... Je dis au réalisateur, parce que... J'ai dit, ça manquait de points. J'ai dit, je regarde le Dorman. Lui, parce qu'il voulait pas trop brasser, il voulait pas tuer l'acteur, je sais pas quoi, tu sais. J'ai dit, toi, là, tu travailles ici, ça fait longtemps? Ouais, ça fait 15 ans. J'ai dit, t'es sort de même, ils doivent revenir vite. Es-tu capable de me sortir comme un homme? Et il m'a regardé en voulant dire, oh mon tabarnak. Je me souviens, il y avait une camionnette, une vanne blanche, sur le bord du trottoir. La scène, là, si vous tombez sur un vieux scoop, là, il m'a regardé en me disant, ah, tu veux sortir? Écoute, il y a une caméra dehors, là. On me voit sortir du bas. Il m'a pogné, il m'a lancé. J'ai frappé le côté de la camionnette. Je l'ai bossé, c'est des grands panneaux, là. Paf! T'es arrivé dans... Je suis parti clopin, là. On n'a pas repris la scène, mettons, tu sais. Tu l'as cru, hey, là. je suis allé le voir, je dis, OK, ça va être correct, tu sais. Fait que, ça, c'est ça. Mais t'as peur de rien en même temps. Non. Tu sais? Es-tu prête à passer au niveau jaune? Oui. Tu veux les brasses, tu vas m'en donner 4. Excuse-moi, grand-père, d'avoir compté tout ça, OK? Excuse-moi, grand-père. 4. Je fais quoi? Tu m'en donnes 4. Mais en même temps, ton grand-père, c'est ça, on aurait aimé entendre son histoire aussi. Oui, ça, j'aurais... C'est dommage. Parce que moi, là, heureusement, j'ai écrit, j'ai une bonne mémoire, fait que je peux te conter ma vie, et en te racontant ma vie, ben, je raconte les gens autour de moi, mon père, ma mère, mes soeurs, mais c'est ma vision d'eux autres, ce que j'ai... Mais tu sens que ça n'a jamais été réglé, tu sais. Non, puis si j'avais j'avais la fin, il y a cette boule-là. Si mon grand-père... Si on était aujourd'hui, qu'on avait pu asseoir mon grand-père pendant des heures... Tu l'as enregistré? As-tu pensé? Je vais en prendre 4. 2, 3, 4. Quel est le plus grand défi que tu as surmonté dans ta vie? Qu'est-ce qu'on te reproche le plus souvent? Est-ce facile pour toi de demander pardon? Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Dernière fois. Regarde, je vais te les donner comme ça. Okay. Quel est le plus grand défi?
C'est tellement toutes des bonnes questions. Et là, je prends du temps à avoir de répondre. Non, mais ça t'appartient, c'est ton ouvre ton jeu. Ça, parce que ma réponse ne serait pas en rapport avec la question. T'sais, qu'est-ce qui me rend vulnérable? J'aurais tendance à dire que moi, il ne faut pas toucher au mien, mais c'est pas que ça me rend vulnérable. Je vais réagir pour justement ne jamais ne être pas être vulnérable. Est-ce que c'est facile pour moi de demander pardon? J'aurais dû le faire plus souvent. Je m'aurais dit ça souvent. J'aurais dû comprendre plus tôt dans ma vie que je n'ai pas toujours eu raison. J'aurais dû accepter au lieu d'être dans le déni. Non, c'est elle qui n'était pas correcte ou c'est lui qui n'était pas correct. Moi, j'avais raison. Non, tu n'avais pas raison. Avec le temps, tu finis par faire. Non, si tu avais tort, tu aurais juste dû l'avouer. Tu aurais peut-être gardé ton ami ou ta blonde. Arrête de penser que tu as toujours raison. Puis arrête. Tu sais, je vais dire une phrase bizarre que j'ai écrite hier soir. Hier soir. Une pensée qui m'est venue. Comme quand j'étais flou, justement, puis qu'il fait des pensées. Puis c'est rien de génial, mais. J'ai écrit hier, parce que je passe mon temps à me raconter, OK? Tout le temps. Mais à faire ça, on s'imagine que je ne m'intéresse pas à l'autre. J'ai fait un jour l'émission « Viens-tu faire un tour » où j'avais quelqu'un dans ma voiture, puis je faisais ça. Et la grande surprise des commentaires, tout le monde disait « Il parle pas. Il compte rien. » Non, c'est l'invité qui est important. C'est de l'invité qui est important ou importante. Alors, ça, c'est ton école. Oui. Hey, Michel, moi, ici, j'ai fait... Moi, je devenais l'auditeur, je devenais le témoin de... Mais comme je parle tout le temps, on n'a pas ça que je parle juste de moi. Et ce que j'ai écrit hier, c'était si dans ta vie, tu parles toujours juste de toi, un jour, il n'y aura plus que toi qui parlera de toi. C'est pas vraiment... On va dire, si tu passes ton temps à parler de toi, puis toi, là, mais les gens vont se tanner de ça. Tu vas te retrouver tout seul. Un jour, le seul qui va parler de toi, là, c'est toi. Mais il n'y aura plus personne autour de toi. Tu vas faire du monologue seul dans ton garde-robe à t'écouter parler. Qu'est-ce qu'on me reproche le plus souvent? Qu'est-ce qu'on me reproche le plus souvent? Là, je pense à ma blonde, elle dirait, qu'est-ce que tu me reproches, mon amour? De garder... Oui, c'est ça. On pourrait me reprocher le plus souvent, puis ça, je travaille là-dessus, c'est de ne pas garder de crotte sur le cœur. On appelle ça de même. Il y a une crotte sur le cœur, ça fait des années. Là. Règle les choses. Laisse-les pas derrière. On pourrait te reprocher de trop vouloir les régler? Non. Il faut que je travaille sur... Il faut que je travaille de ne pas être... que mes réactions soient déproportionnées face à l'événement. Ah, OK. Tu comprends? Tu as de l'impulsivité. Calme-toi. Oui, ma blonde va dire, mon amour, il va y avoir un conflit quelconque, une affaire, là. Là, le grand... Tu sais, quand j'étais jeune, mes soeurs disaient, Jean-Marie, il m'appelait, il me donnait le nom de mon grand-père. Parce que mon grand-père, s'il y avait un événement, c'était pas, là, non. Hey, ça explosait. Il frappait pas tout le temps quelqu'un, tu sais, mais c'était, oh, Christ, tu sais. Il se passait de quoi, là? Il y avait une tempête, de quoi tout le temps. Puis moi, là, dans ce temps-là, j'ai un chaud dans le cou, là, puis je fais, hey, un instant. Alors, des fois, c'est trop. Tu sais, des fois, j'ai réagi à des événements, même envers les miens. J'ai jamais battu personne, là. Mais tu sais, mettons un événement, une affaire là, qui se produit, puis qu'après coup, on finit par s'expliquer, même devant d'autres personnes, que c'est pas à lui que je m'adressais, c'est que je passais par lui pour... Mettons que t'es ma fille. J'ai pas de fille. On se va de toi comme ça, on va pas dire que c'est déjà arrivé avec un tel. T'es ma fille. Puis qu'il arrive un événement. Mettons ton chum, t'es ado, ton chum t'a écœuré, que je fais, quoi? T'avais pas d'affaire à endurer ça. Depuis qu'est-ce qu'on endure un gars qui te niaise, qui niaise devant ses amis, puis qui t'empêche de sortir? Alors, au lieu de dire, regarde, t'as pas osé m'endurer ça. Ce que je pense, actuellement, ce que ton chum est en train de faire, c'est qu'il te manipule. Il t'entoure, il t'empêche de sortir, il t'empêche de voir tes amis, il t'empêche d'appeler ta mère. Il est en train de t'enfermer, il est en train, tranquillement, de te mettre des menottes invisibles. Ça, c'est la manière d'aborder, je pense, calmement. Pas t'endure ça, toi, Chris, moi, aussi. Parce que là, tu fermes l'échange, tu fermes le dialogue. Ferme le dialogue. Elle, tout ce qu'elle peut recevoir, ma fille, j'ai pas de fille, c'est de m'écouter puis de se sentir coupable. Et t'es pas son allié. Non, je deviens pas son allié. Je passe par elle. Ouais. Il est où, lui, là, le tabarnak? Moi, y aller, moi, il arrange la tête. Ouais. Alors, elle veut pas que j'aille y arracher la tête.
mais elle veut que je l'écoute et que j'apporte une solution calmement. Alors, ma blonde est là pour ça. Ben, pas là pour ça, mais elle agit dans Alors, en comme tout cas, elle apporte ce rôle-là elle aussi. fait. Des fois, elle va dire, mon amour, on va prendre une marche. On va en parler après. Puis tu Je l'écoutes. pense que ce que t'as... Oui, je l'écoute. Oui. Eh oui. Je pense que ce qu'elle est en train de dire ta fille, là, c'est ça. Et je pense que le plus beau conseil que je pourrais lui donner, c'est de s'asseoir calmement avec elle et qu'elle réalise tranquillement qu'est-ce qui se passe, parce que je pense qu'elle le sent aussi, là, sinon elle t'en aurait pas parlé, qu'on le règle ensemble. Mais c'est pas en criant, en voulant arracher la tête du chum que tu vas régler quelque chose. Puis à la limite, elle t'en parlera plus. Parce qu'elle va dire, toutes les fois que je vais avoir un problème avec mon chum, si j'en parle à mon père, il va vouloir aller tuer mon chum, ça ne marchera pas. C'est ça, donc alors, ça y enlève un confident, tu sais. Qu'est-ce qu'on me reproche plus souvent, C'est puis que ça. je travaille dessus, tu vois comment je suis rendu zen? Tu t'en viens zen dans... Alors, c'est ça. Mais quoi c'est la ça dernière? aussi, la vie, la durée de la vie. Oui. C'est qu'on s'améliore. Oui. Il y a des choses qui nous tapaient ses nerfs, qu'on n'était pas capable de corriger, qui tranquillement s'installent. Il y a des choses qui ne nous tapaient pas ses nerfs, puis qu'à 67, subitement, ils nous tapent ses nerfs. Il y a des affaires qui ne m'énervaient pas quand j'avais 25-30 ans. Puis aujourd'hui, je fais ah non, je suis trop vieux pour endurer ça. Là. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font sur le calice de plongeon quand tu Fait que là, tu as tourné la dernière question. Ben, c'est un peu la même affaire. Bon, mais parce on a que, fini. Mais de toute façon, tu as répondu à deux. ben, c'est suffisant. Le plus grand défi qu'il y a eu à surmonter, c'est un peu la même C'est affaire. ça, c'est la même affaire. Alors, niveau rouge, tu vas m'en donner 3, s'il te plaît. 3, Oui, 3 questions. Tu vas répondre à Un. une question du niveau rouge. 2, toujours à gauche. 3. Ça, c'est la troisième? Parce que là, j'en ai 2. Parfait. Alors, J'aime ça. T'aimes ça, le jeu? T'aimes Ouais, ça? j'adore ça. Quel moment de ta vie aimerais-tu supprimer? Supprimer. Oui. Ah, c'est drôle, hein? OK. Attends, as-tu négligé certains aspects de ta vie? Est-ce que tu as des regrets? C'est un peu les 3. OK, bien, vas-y. C'est comme finalement, les 3, c'est une question. OK. Moi, là, ça veut dire, c'est une tranche de vie assez importante. Moi, ma vie, c'est avant 20 ans et après 40 ans. Ou avant 25. De 0 à 25, je recommence ça demain matin. Et de 45 à aujourd'hui, je recommence ça demain matin. Avec les bouts de la fun, les bouts de moins le fun. De 25 à 45, on n'en parle pas? Ou... Ben, on peut en parler, mais c'est rien de... Mais c'est ça, mais tu as 2 tranches de vie pour toi qui sont significatives, qui te Celle ressemblent. du milieu, là, celle du milieu, là, j'ai pas beaucoup de... Tu sais, mais en même temps, tu vas me dire, oui, mais Michel, tes enfants sont nés dans cette période-là, Oui, dans les choses positives, ce serait ces enfants-là que je vois évoluer, Mais dans ma vie personnelle, là, moi, le gars de 26, 30, 32, 40, 38, c'était pas joué. J'étais pas heureux. J'ai pas été heureux pendant 20 ans. Vraiment. J'ai eu des moments, le fun, mais le bonheur que je vis actuellement, là, le plaisir que j'ai de vivre, là, c'était pas ça. Qu'est-ce qui t'a manqué que tu avais avant puis que tu as eu après? Je veux pas tomber là-dedans, j'en ai parlé souvent, mais mon enfance a été formidable. J'ai été élevé par mon grand-père, ma grand-mère. Puis ma mère dirait, elle m'a entendu dire ça, puis elle dit, j'ai une madame m'a demandé, finalement, c'est pas vous qui avez élevé Michel. Elle dit, j'ai répondu, ben oui, je l'ai élevé. Je trouvais ça gentil de part de ma mère, parce que oui, elle m'a élevé le temps que j'étais là avec elle, parce que j'ai été enlevé et élevé par ma grand-mère, tu sais. Fait que oui, quand j'étais à Alma la fin de semaine, non, plutôt la semaine, quand j'allais à l'école quand j'étais jeune, ben c'est mon père et ma mère qui étaient là, mais moi, j'étais comme un étranger dans la maison. Pas qu'il me tassait, mais je me cachais partout. J'étais pas chez nous, tu sais. Puis l'été, je m'en allais chez ma grand-mère et mon grand-père. Fait que mon enfance, moi, c'est... Oui, j'ai des flashs d'enfance à Alma chez mon père et ma mère. C'est bien rare. Mais t'as des beaux souvenirs de ton J'ai des enfance. souvenirs formidables. Ouais. Ma adolescence, c'était formidable. J'ai fait 3 fois mon secondaire 5, j'ai eu du fun, puis Puis j'ai eu ma première blonde que j'ai tellement aimée, et mal aimée sûrement, puisqu'un jour elle m'a laissé. Et tout ça, aller jusqu'au jour où elle est partie, pour moi, c'est un film que je pourrais repasser en boucle. Et les regrets, des regrets, je peux pas en avoir. Comme je disais, je peux pas en avoir. J'aimerais ça l'avoir gardé. J'aimerais ça de l'avoir eu toute ma vie, cette femme-là. Mais si je repense, elle n'est pas partie pour rien. Alors, les regrets, ça aurait peut-être été... Si j'oublie mes enfants, ma femme d'aujourd'hui, je peux pas
Je peux pas dire, j'aurais donc dû rester. Ben non, ta vie d'après, ça aurait été complètement différent. Voyons donc, c'est de quoi tu parles. Mais si j'avais voulu sauver cette relation-là, il aurait fallu que d'abord, que j'ai j'allais dire que j'ai pas 20 ans. Que si j'avais pu être capable de prendre un temps de réaliser qu'est-ce qui se passait et de comprendre qu'est-ce qui s'en venait, pourquoi elle allait finir par me laisser, j'aurais changé. Ils ont dit changer. C'est pas que j'aurais changé, j'aurais fait attention à notre relation. Tu sais? J'aurais arrêté d'être un peu un chien fou, tu sais, puis qui fait des jobs qui ne ressemblent pas. Puis j'aurais arrêté d'être... Ça, je me serais organisé pour arrêter d'être malheureux à faire des choses que je voulais pas faire. Ce qui m'éloignait de l'image qu'elle se faisait, de ce que j'étais pour elle. Le gars de la caisse, c'est pas le gars qu'elle avait connu. C'est le gars qui rentre chez eux, qui parle de compte en souffrance, puis il a une cravate dans le cou, puis qui arrive d'un conseil d'administration, puis je sais pas quoi, qui est malheureux, qui boit, puis qui est dans... Il aurait dû comprendre que si t'es pas heureux là-dedans, reviens à ce que t'étais avant. Elle te l'a dit. Pars à la recherche de ton toit profond. Ramène-le-moi. C'est pas quelqu'un qui t'envoie chier ou qui te chicane. C'est pas une fin de relation. Non. C'est quelqu'un qui est devant toi qui te dit je m'en vais. Ramène-moi Michel. Ramène-moi lui, là. Mais moi, à ce moment, je comprends pas. Je comprends pas, puis bon. J'aurais dû comprendre. J'ai pas compris. Trop tard. Bon. Alors, les 20 ans qui ont suivi, j'ai cherché à avoir le même genre de relation que j'avais. Mais pas réflexe, ni par rage, mais je me suis dit, écoute, je dois vraiment valoir rien dans la vie. Je dois vraiment être un rien de rien de rien. Fait que pendant 20 ans, ça a été n'importe quoi. Heureusement, les 20 ans, c'était mon travail. Travail. Fais des sous. Achète des bazous. C'était du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Travaille trop, fais trop d'argent, trop jeune pour avoir autant d'argent. Puis... ça t'a fait quoi de faire de l'argent, ça? Ça me faisait quoi? Ça me permettait d'acheter des bazous. Ça me permettait de remplir le trou, mon vide, avec d'autres choses, avec du matériel, qui était souvent des voitures. Tu sais. Je n'ai pas eu 219. Le trou était gros parce que 219 chars plus tard. Mais c'était vraiment... J'étais vraiment pas heureux. Et le seul moment où j'étais bien, c'est quand j'étais sur scène. Plus qu'au cinéma ou à la télévision, sur scène, parce que tu as un contact direct. Les gens rient. Fait que là, d'un coup sec, parce que je valais plus grand-chose dans ma tête. Tu sais, l'estime de moi était à moins 1000. Tu sais. Mais je retrouvais un peu d'estime à travers le rire des gens. Tu sais, qui me trouvaient donc fin, puis me trouvaient donc drôle, puis me trouvaient... Puis ou des gens qui me disaient hey, « T'es vraiment gentil » ou « T'es vraiment... » Je me disais Tu y croyais pas? Non, j'y croyais pas. Je me disais « Ouais, hein, si gentil que ça, elle m'aurait pas laissé. » Tu sais. Puis ça a pris la rencontre avec ma femme. Aussi simple que ça, de 22 ans. Que j'ai revu dans les yeux d'une femme le même regard qu'à l'époque. J'ai pas remplacé par... Faut pas dire « Ah, ben, il a finalement... » Non. J'ai fini par trouver quelqu'un qui a vu derrière, qui a vu autre chose que mon image, qui a vu autre chose que le gars de char, que la guidoune, que tout ce que je traînais comme réputation et que j'avais raison de traîner parce que c'était non seulement ma réputation, mais c'est ce que j'étais. T'as fait non. C'est ce qui fait qu'on peut en parler maintenant. On peut en parler. Ma blonde serait assise là, ma femme, là. Puis on parlerait de n'importe quoi. Puis, tu sais, je rentrais pas dans les détails, elle n'a pas besoin de savoir les détails, mais elle connaît ma vie passée. Puis elle fait, c'est ton passé. Tu n'es plus ça. Elle a dit un jour, dans le fond, l'ado qui se rend jusqu'à 25 ans, là, c'est le même gars à peu près, là. C'est avec lui que je vis. C'est avec lui. Parce que c'est comme si tu collais 25, là, à 45, on l'enlève. Tu prends mon 45, là, mon 46, tu le colles à 25, on continue. Si tu élimines le centre, j'évolue pas bien. Quand j'ai connu ma blonde, j'avais donc 26. J'avais 45. C'était comme en attente. Ou en attente de revenir moi-même avec ce que je peux avoir de beau, et de moins beau, mais d'aimable. Quelqu'un qui vaut la peine d'être aimé. Est-ce que tu étais vrai avec les gens en cette période-là? Vrai.
Non, ben tu peux pas être vrai quand tu te trompes. Les gens qui sont passés dans ma vie ont été trompés. Tu sais, j'étais... Tu sais, non, tu peux pas être vrai. T'es dans le mensonge. T'es dans le mensonge et parfois tu vis avec des gens. Tu sais, tu rencontres pas... tu sais, tu rencontres des gens formidables. Il y a des fois, j'ai même, excusez-moi l'expression, scrappé des relations. Il y a des relations, il y a des gens que j'ai connus dans ces 20 ans-là qui auraient mérité d'être aimés. Mais moi, je croyais tellement plus en moi, là, en moi, que je voulais leur éviter ça. J'aurais pu avoir des relations durables que j'ai démolies à la base. C'est saboté. J'ai saboté des relations parce que je me suis dit, non, je fais un pourri. Elle t'aime, non, elle aime pas ce gars-là. Tu sais, un peu comme j'aurais dit à une de mes sœurs, sors pas avec ce gars-là. C'est ça. Si une de mes sœurs a voulu sortir avec un gars comme moi, j'aurais fait, hey, non. T'aurais levé le flag. Va-t'en. Il va te tromper. Tantôt, dans la question par rapport au pardon, est-ce facile pour toi de demander pardon? Est-ce que tu as demandé pardon à ces gens-là que tu as rencontrés dans cette période-là? Parfois, il y a des gens à qui j'ai demandé pardon qui méritaient un pardon, tu sais, qu'on a fini par se rencontrer et se l'expliquer. Puis il y a d'autres gens que j'ai réalisé que la personne... Parce que, oui, j'ai démoli, j'ai saboté des relations qui auraient valu la peine, mais j'ai eu des relations qui ne valaient pas la peine. J'ai connu des relations où la personne en face de moi était comme moi. Okay. Dans ça, il ne faut pas t'excuser. Non, je comprends. Il ne faut pas dire à quelqu'un, m'excuse d'avoir trompé, alors que tout ce qu'elle pourrait dire, ben écoute, moi aussi, tu sais. Mais ça tourne à vide. C'est des relations qui ont tourné à vide, puis il y en a eu beaucoup des comme ça. Jusqu'à ce que tu, finalement, rencontres... Mais je pense qu'il y a un temps pour ça. Il faut que tu évolues, il faut que tu travailles sur toi-même, puis un jour, si tu chemines, puis tu arrêtes d'être cet individu-là, et que surtout que tu finis par croire que derrière l'image de tout ça, puis ces gestes-là, puis cette vie-là, qu'il y avait l'autre avant qui valait la peine, bien, concentre-toi sur l'autre. Qu'est-ce qu'il y avait de beau? À quel moment dans ta journée, dans ta semaine, dans ton année, où tu redeviens, pour toutes sortes de raisons, ce gars-là? Pourquoi, quand tu es seul en moto, dans le désert de l'Arizona, tu as l'impression d'être le gars de 20 ans? Bien, parce que tu es le gars de 20 ans qui est rendu qu'à 40, qu'il faudrait qu'il comprenne que ça, c'est toi. Tu fais pas de mal à personne, là. Tu trompes pas personne, gars. Est-ce que quand tu as trouvé Maude, quand vous vous êtes trouvés, est-ce que ça a été comme un repos pour toi? Ah oui, un immense repos que je me repose à 22 ans. C'est tellement pas compliqué. Parce que dans l'autre vie d'avant, là, des relations comme ça, là, il y a des gens qui nous écoutent, là, puis qui vivent sûrement ces moments-là. Je ne suis pas là pour donner des conseils. Mais ma mère disait « grand risé, grand pleur ». Ça, c'est quand des enfants s'énervent, puis tout le monde se met à rire trop, là, puis ça rit trop. Il y a un enfant qui va se mettre à pleurer, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est comme trop... Alors, tu sais, des relations en dents de scie, où tu t'aimes, là, ça n'a pas de mot du bon sens, là, c'est comme, ah ouais, tu baiseras en dessous du train pendant qu'il passe, là, puis que 2 jours après, tu veux lancer l'autre dans le fleuve, là. Ça ne marche pas, tu sais. Je t'aime, je t'haïs. Non. J'ai vécu ça. Hey, à jamais savoir le matin quand tu te lèves si tu vas finir la journée. C'est une forme d'intensité insoutenable. Tu n'as pas besoin de ça dans la vie. Non, c'est ça. C'est tellement... Mais c'est des relations qui sont exigeantes, ça, ce que tu racontes. Qui drainent puis qui détruisent un et l'autre, tu sais. C'est pas ni moi qui détruis l'autre, c'est les deux qui s'auto-détruisent parce que, fouille-moi, sont-tu trop pareils? Ils traînent 2 bébites que ces bébites-là ne peuvent pas se rencontrer. Quand tu rencontres une jolie comptable, fine et intelligente et allumée, mais qui n'est pas comme ça, qui veut juste que ça soit calme. Tu sais, ma blonde, là, il n'y en a pas de crise. Puis ça fait 22 ans que je te fais. Il n'y a pas de montée de lait. Puis c'est quelqu'un qui est capable. C'est pas mais c'est pas quelqu'un de mou, là. Non. Si ça ne marche pas, elle est capable de te le dire, mais elle va te le dire, mais elle va te le dire de la bonne manière. Mon amour, il faut que je te parle. Hier, quand tu as répondu à l'affaire, c'était trop. C'était pas correct. Tu n'avais pas raison. Pas mon crise de fou. Non. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ben écoute, le gars m'a écœuré. OK. Avais-tu besoin de répondre? Est-ce que tu avais besoin de répondre? Qu'est-ce que ça l'aurait changé si tu avais juste laissé faire? Ben là, non. Qu'est-ce que ça aurait changé? T'aurais-tu mieux dormi? C'est-tu si important? Est-ce qu'il est important dans ta vie, lui, le fatiguant, d'abord être à moitié chaud? Ouais.
Est-ce qu'on a crié là, dans cette conversation? Non. Est-ce qu'on a reproché à quelqu'un qui était un... Non. On s'est juste assis, deux personnes intelligentes, on s'est parlé. Fait. Alors, notre relation, c'est ça. Parce que dans un couple, il y a des moments de fun, des moments de moins de fun, mais tu n'as pas besoin de passer par là, puis là. Ah, c'est le fun, ah, c'est moins de fun. Mais si la moyenne est là, puis tu te promènes tout le temps là, puis tu es plus souvent au-dessus de la ligne qu'en bas de la ligne, bien, qu'est-ce que tu veux de plus? Puis tout est bien. Tout est bien. C'est tellement... Comment tu as le résumé? J'aime ma blonde parce que c'est pas compliqué. Tu m'aimes-tu? 1000 fois par jour. Tu m'aimes-tu? T'es-tu sûr? Mais... Puis on s'aime comme des ados, justement. Puis ça, j'ai retrouvé ça chez elle. Tu sais, c'est pas... Tu sais, je dis comme une ado... Elle agit pas comme une ado dans la vie, tu sais. Elle est très carrée, allumée, tout ça, mais on a une relation d'amour d'adolescent. C'était-tu bon le matin? C'était bon. Tu sais, on a une vieille vanne qu'on part avec souvent aux États-Unis, un peu partout. Là. Puis là, l'autre jour, parce que là, il faut aller la serrer pour l'hiver, là. Puis là, je l'ai démarré, là. Là, je fais « Oh, regarde ce qu'on part. Ah, mon amour, oublie pas, on s'en va en Californie, telle date. » Comme deux ados qui ont 16 ans, qui veulent, ou 17 ans, qui veulent découvrir l'Amérique. Mais on le vit comme si on avait... On a le même plaisir de se faire des petits cadeaux, de se faire des petites surprises, d'aller au restaurant, de prendre une marche. Des choses simples. On est bien. Écœurez-nous pas, on est bien. Tu sais, il me réveille le matin, je vois qu'ils sont petit nez, là, qui dort. Tu sais, elle se lève pas le matin, ça me donne un bec dans le cou, dans le dos. Tu sais. Je dors, là. Puis je sais, là, elle me réveille pas vraiment, même. Tous les matins. C'est tout petit comme geste, mais elle le fait tout le temps. Je suis pas encore levé, je le sais quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je sais quand je... Tu sais, c'est tout le temps la même affaire. Tu sais, je joue tout le temps la game de... Je sais pas. Tu sais, elle se lève tôt. Elle se couche tôt, elle se lève tôt. Moi, ça fait 41 ans, je fais de la scène. Je me couche plus tard parce que mon biorhythme, pas mon biorhythme, mais en tout cas, m'aller plus tard. Tu sais, mon rythme à moi, c'est de coucher plus tard, me lever. Pas si tard, mais mettons 1 heure de plus qu'elle. Mais je sors pas de la chambre en... qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu fais? Non. Il faut toujours être toujours là. Puis chaque matin, ben, je fais quelque chose. Je salue les gens. Il n'y a personne dehors. Oui, je sais, merci. Très gentil. Bonne fin de soirée. Le lendemain, c'est d'autres choses. Je reviens, j'ai les culottes ici, tu sais. Parce qu'on rit beaucoup. Il y a beaucoup d'humour dans notre relation. On ne prend rien au sérieux. Et si c'est sérieux, on est capable de l'être. On règle ça, puis c'est fini. On peut toujours tomber après ça à juste... Qu'est-ce que tu penses que tu y apportes? Qu'est-ce que j'y apporte? Une bonne question. Qu'est-ce que j'apporte à ma femme? Je pense que c'est la continuité. Je pense qu'elle a trouvé chez moi, pour le temps, parce que je suis plus vieux qu'elle, si, mettons, je pars dans 10 ans, 12 ans, 15 ans, je pense qu'elle sait déjà que ces années-là qui me restent, dans le fond, dans la logique des choses, je devrais normalement partir avant elle, mais bon, on ne sait pas. Là. En tout cas, si elle se dit, bon, mon chum est encore 12 ans, elle peut se dire, ben, ce gars-là, il va m'aimer encore. Les 12 prochaines années, je l'ai mon chum. Et même, ça paraît. Puis, fait que je pense que elle n'a pas à... On n'est pas dans le doute. Ouais. Tu sais, on n'est pas... Tu sais, elle se lève pas le matin en disant, vas-tu avec son passé, elle a accepté mon passé de guidoune, c'est déjà bien. Non. Elle dit, tu sais, on fait des jokes là-dessus. J'ai une maîtresse imaginaire. Tu sais. Mettons, je suis en tournée. Mettons, là... Maintenant, elle me suit. Tu l'as rencontrée, d'ailleurs. Oui. Elle me suit en tournée parce que Jonathan n'est plus là. Elle peut venir avec moi. Fait que, mettons que depuis que je suis avec elle, tu sais, quand j'étais flow, là, mettons que j'ai commencé ma carrière à 41 ans, ben, fin de spectacle à Val-d'Or, c'est quoi? Hey, les techniciens, on s'en va dans les bars. C'était le même pendant tout ce temps. Maintenant, d'abord, je suis rarement seul, mais si je suis seul, ben, je suis à l'hôtel, puis je finis mon show, je m'en vais à l'hôtel, je lis mon livre, jusqu'à ce que je m'endors, puis je l'appelle. Puis le lendemain matin, elle va me dire, appelle-moi quand tu vas te lever. Alors moi, mon gag, là, ma maîtresse imaginaire qui s'appelle Linda, là, je suis au lit, j'appelle chez moi. Mon amour, oui, ben, ça a bien été hier parce qu'il est trop tard pour l'appeler après le show parce qu'il est tard. Oui, ça te suspecte. Bouge pas, moi. Linda, faudrait-tu, s'il vous plaît, éteindre l'eau de la douche parce qu'il y a de l'humidité? Je parle à ma maîtresse. Mais pas là. Puis là, elle va me parler de... Elle est tombée innocente. Donc, c'est comme de créer une maîtresse imaginaire, c'est comme d'enlever la possibilité d'une vraie maîtresse. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est comme on a créé un personnage.
demande-toi pas, je mettrais, non, j'en ai pas. Oui, j'en ai une, c'est Linda. Mais il y a un jour, on est dans un gala. Gala, je sais pas quoi, gala de la disque. Puis après, il y a toujours une réception. Oui. Bon. Et là, moi, j'haïs ça. Si vous me voyez à TV dans des galas, bien habillé, dites-vous qu'après le show, là, on va être là une demi-heure parce qu'on s'en va chez nous. J'haïs ça. Oui, tout le monde est là, il est bien content de rencontrer le monde. Maintenant, je dis à ma blonde, je pense que tout le monde nous a vus. Là. On peut s'en aller. Une fois que tu as fait le tour, ils t'ont vu, va-t'en. J'haïs ça. Alors, on quitte. Juste comme on quitte, il y a une fille qui arrive. Une espèce de plantureuse, blonde. Elle arrive devant ma blonde, elle dit Maude, oui. Elle lui donne la main, elle dit c'est moi, Linda. Comme si elle existait pour vrai. Pendant une seconde, ma blonde fait. Là, la fille, elle fait. Là, ma blonde, elle fait. Là, elle me regarde. Là, je pars à rire. J'avais été voir une fille qui correspondait à l'image. Ah, t'as arrangé! Ben oui, je suis allé voir la fille. Ah non, j'ai oublié de te dire. Je suis allé voir la fille. Demain, j'ai dit écoute, t'es un peu comme Maud présentement, là. Ah ouais. Ah non. Hey, tu vois, t'as eu aussi peur que ma blonde. Oui, non, mais j'ai dit. Parce que Linda, elle danse d'un club. Tu sais, l'histoire qu'on a fait autour de Linda, c'est une danseuse, ben. Puis j'ai rien. Je suis pas en train de dénigrer les filles qui non, mais font ce métier-là, mais. Non, oui, je comprends. Ma maîtresse, c'était ça, tu sais. Puis, alors, je suis allé voir la fille, je cherche pas à comprendre pourquoi, OK? Mais quand tu vas nous voir quitter, viens juste dire à ma blonde, salut Maude, c'est moi Linda. La fille, elle voulait même pas savoir pourquoi. T'sais. Fait que, elle a juste fait ça. Maude, oui, c'est moi Linda. Mais là, le 2 secondes de panique, genre, oh non! Donc, elle existe pour vrai, donc tu baises avec en province partout, ça. Ouais, je trouvais ça drôle. Mais là, tantôt, tu as mentionné, bon, tu es plus jeune que moi. Est-ce que ça, tu y penses des fois à ta finalité? J'y pense. J'y pensais récemment, pas face à elle, bizarrement. Tu sais, j'aurais pu dire, c'est triste parce que comme elle a presque 20 ans plus jeune que moi, elle a 18 ans plus jeune que moi, j'aurais pu me dire, ben, je vais partir avant elle, donc elle va me perdre avant. Mais non, parce qu'elle aura une vie après. Tu sais, je veux dire, tu sais, on en a parlé de ça. Elle dit, je vais broyer ma vie, mais je vais pas. Ma vie ne va pas arrêter. Je me sens pas rejeté quand je. Tu sais, écoute. Si je meurs dans 10 ans, quel âge je fais là? Elle va avoir 50 ans. Elle aura 60. Ça va être une magnifique femme de 60 ans qui fera sa vie avec quelqu'un d'autre. Qui rencontre, pas le lendemain, j'espère, mais tu sais. non, c'était plus face à mes enfants, plus face à Jonathan. Ah, tu penses à ça, penser à ça? Tu sais, quand Olivier, 40 ans, l'autre 32, 30 ans, un an, pareil, il faudrait vérifier. Ça, me disait, regarde, on s'est connus, on a vécu, vous existez, Martin a sa petite fille, ben, c'est comme ça. C'est ton père part un jour. Alors que Jonathan, je l'ai eu, j'avais 50 ans. Là, il y a 18, il est en appartement, Fait que si je ne meurs pas demain matin, on est correct parce que déjà, il s'est pas détaché de nous, mais il est devenu indépendant de ses affaires. Puis le jour où il apprendra que son père est mort, j'espère qu'il va être triste, mais il va déjà... Je ne devrais pas dire qu'il n'y a plus besoin de moi, mais il n'y a plus besoin de moi. On a toujours besoin, toute notre vie, d'avoir un père et une mère. On ne veut pas les perdre. Mais ça m'a enlevé un poids. Je peux partir. Je ne veux pas partir, je ne veux pas mourir. Ça t'a soulagé, ça? Ça me soulageait en me disant, OK, tout le monde est placé. Ma femme est belle et fine. Elle va rester belle, puis elle va rester fine. Moi, je pars. J'ai une vie formidable. Moi, il y a 20 ans plate, mais les bouts là-dedans qui ont été le fun pareil. Le bilan est bon, fait que tu peux t'en aller. Et que tu es en paix avec la mort. Oui. Je vais le dire parce qu'il l'a dit sur scène, donc devant le monde, je peux le répéter. Patrice Bélanger, qui a fait, qui a participé à un soir. Parler de la mort, et qui était obsédé par la mort, et qui pensait à la mort, parce que lui, c'est comme un stress de penser qu'on peut. Hey, moi, j'ai tout fait pour me tuer. Tout. Saute à la barrage. Je me suis battu. Les accidents de moto, des gros accidents de voiture, des enfants. Je ne fais pas exprès, mais j'ai pas peur de la mort. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on a une date. Tu sais, le gars, il court en jogging, il fait 1 an devant la maison, paf, il tombe à terre, il meurt. Pourtant, il est en pleine forme, mange du tofu, puis il est mort. Pourquoi? Son temps, ça arrêtait là. Moi, là, j'espère que ça ne sera pas demain matin, mais je me suis jamais arrêté à faire quelque chose en me disant, non, des fois que je mourrais. Tu sais, je fais pas exprès pour me tuer non plus, mais j'ai poussé l'enveloppe, là. J'ai fait beaucoup on a parlé des sports extrêmes, qui étaient plutôt mécaniques. Mais tu sais, non, tu me prends. Tu sais,
2 vols de 18, j'ai embarqué dans des biplans à l'envers, toutes sortes d'affaires que tout le monde autour fait. T'es-tu fou? Qu'est-ce que tu fais là? Je vis. C'est trop hot. Tu sais, à un moment donné, j'étais en Floride. Moi, j'aime beaucoup l'aviation à cause de mon père. J'étais aussi, quand j'étais flot, j'aimais autant d'aviation que j'ai pu aimer les voitures après. Puis là, on a loué une maison à Key West. Puis il y a un avion, un biplan. Tu sais, des avions 2 ailes avec un cockpit ouvert, là, quelqu'un qui a un casque de cuir. Oui. Il passe au-dessus de la maison. Puis j'ai dit à ma blonde, elle fait non, oui, il y a moyen de voler là-dedans. J'appelle à l'aéroport, je dis, il y a un gars qui me passe au-dessus de la tête, ça. Là, il m'explique que c'est un champion des courses Red Bull. Il y a cet avion-là, mais il y a aussi des avions de compétition où ils font des comptes, ça. Fait qu'elle dit, appelez tel numéro, j'appelle le gars, il me donne rendez-vous encore 44. Et je décide d'embarquer avec lui. Tu sais, il me dit, ben, j'aimerais ça voler, ben, ça coûterait tant, puis je t'embarque. Puis là, tu embarques devant le pilote. Parce que comme tu as ces vieilles avions-là, 2 ailes, là, le poids du moteur, le pilote, il y a un trou en avant, puis le pilote est en arrière. Parce que s'il était en avant, le poids serait trop important sur le devant. Fait que t'es là, t'as le moteur, puis le pilote est en arrière de toi. Et j'embarque dans l'avion, puis il y a une ceinture, tu sais, une ceinture de sécurité. Qu'heureusement, j'ai attaché, clic. Je viens pour l'ajuster. Elle était jamais là. J'ai comme un pied entre mon ventre et la ceinture. Pas capable de la resserrer. Enfin, cet avion-là, ça vaut la 60 000 $. On part. Puis là, j'avais raconté au gars que j'avais volé en 18 2 fois. J'avais même... Le premier pilote m'avait même laissé piloter, puis puis je fais bien du simulateur de vol. Au début, il ne croyait pas. Il venait pour me croire. T'sais. Fait que donc, t'as vraiment pas... Non, tout. Fait qu'on part, on monte. Il dit, veux-tu faire un loop? C'est-à-dire que l'avion est comme ça, et tu vas faire ça. Tu vas monter de main, tu vas redescendre. Puis pas de problème. Je te le dis, ça me fait pas peur. Fait qu'il part. Il part le loop. Lui, il part, mais lui, il regarde là. Parce que quand tu fais ça, tu regardes pas là. Tu regardes là. Où est-ce que tu t'en vas? Là, t'en vas le plus rapidement pour voir le sol quand est-ce que Fait que lui, il regarde pas par en avant, il regarde là. Fait que l'avion fait ça. Quand on arrive là, je sors de l'avion. Parce que heureusement, mes mains ont pogné la ceinture. Moi, je suis sorti. Là. Si j'ai pas attaché la ceinture, quand il arrive là, je suis plus là. Il serait arrivé, puis il n'y avait personne en avant. J'aurais été dans l'océan, à Key West. Fait que tout ce qu'il a vu, il m'a vu retomber. Moi, je suis sorti de main, j'étais au bout de la ceinture. Ah! Je hurle. Fait que quand il arrive là, paf, je retombe. Hein? Il dit, what the fuck? What the fuck, sûr? Hey! Là, il fait, la ceinture. Parce qu'il faisait jamais ça, un loup. Mais là... J'ai trouvé ça drôle à mourir. Là, j'ai dit au gars, il y avait des caméras, des petites GoPro partout. J'ai dit, je veux avoir le vol. Es-tu capable de me faire? Il dit, il fallait que je fasse du montage. Puis qu'il me donne un CD avec le vol. Je dis, bon, mettre ça sur scène. Même toi, t'es sur scène, tu montres ça au monde. Que le cave qui sort des airs, l'avion à l'envers, puis la patente. Puis j'ai piloté en revenant, rendu au large, il y avait un banc de requins. Puis il me dit, parce qu'il savait que j'avais fait beaucoup de simulateurs, parce que j'avais piloté le 18. Il dirait maintenant à Key West, j'ai piloté en revenant jusqu'à ce qu'ils reprennent les commandes, jusqu'à ce qu'ils me disent, je reprends les commandes, et qu'il me fasse une passe d'acrobatie complète où au lieu d'arriver comme ça sur la piste, il est arrivé comme ça en visant le sol, puis il a viré sur l'aile dans la seconde. Une affaire de fou. Fait que je rentre à la maison. Mon amour, j'ai failli me tuer. Elle dit, tu dis ça en riant en plus. Mais oui. J'ai dit, gars, je suis pas mort, mais j'ai failli me tuer. Quoi? Elle dit, tu trouves ça drôle? Ben oui. Hein? Puis là, je raconte le vol, la chose à l'envers, j'ai piloté l'avion. J'ai dit, comment te le prouver? Sors le petit lecteur de CD. Le montage, là, tu nous vois décoller, tout le bout du loop, il l'a enlevé, et tout le bout où je ramène l'avion, tout ce qui prouve que j'ai piloté, c'est qu'on l'entend. Là où il a fait la coupure est un peu trop tôt, ou un peu trop tard, on l'entend dire, je reprends les commandes. Donc, s'il les reprend, c'est qu'il les avait pas. Ce qui prouve que de retour de pilotage. Ça se peut-tu qu'il n'y avait pas le droit? Il n'y avait pas le droit de C'est faire ça, là, parce que déjà tabarouette. d'avoir un passager qui est mal attaché puis un passager qui pilote, Que tu tires à l'envers, c'est que lui, c'était pas bon pour lui, non. là. Puis surtout, c'était un gars connu, c'est vraiment un pilote. Mais toi, la vie, là... Mais ça, c'est le fun. Ça fait quelque chose de raconter. 2, ça fait... Tu sais, tous les gens qui font des sports extrêmes, il y en a même que je comprends pas, là, ceux qui ont des espèces de costumes, qui le savent de voile, puis qui se lancent le long des montagnes. Oui. Bon, pour moi, ça dépasse l'entendement. T'sais. Mais en même temps, à 20 ans, j'aurais déjà de fou à faire ça. Je l'aurais fait. Mais ils vont tous te dire la même affaire. Pour eux, vivre, c'est ça. C'est l'adrénaline. Quand je suis sur la scène, c'est la même affaire. Quand les gens rient, là, c'est pas la même adrénaline, mais ça l'est. Moi, je te dire, je prends pas de drogue, mais je suis un drogué d'adrénaline. Si c'est pas sur scène, ça va être sur une piste de course, ça va être... J'ai besoin de ça.
C'est pas les highs émotifs avec Maude, là, tu sais, comme tu as eu, c'est dans d'autres choses que tu vas le chercher. Exactement. Elle n'a pas. Mon amour a dit, moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je fais de l'équitation. Mon cheval, il est très gentil. Puis, je risque pas de me tuer. Puis, elle n'a pas besoin. Elle a posé ses folies. Elle me trouve bien drôle, mais. Niveau Eros et compagnie, tu m'en Ultra. donnes 5, s'il te plaît. 5. Hey, moi, tu m'angoisses. Tu me racontes ça, puis ça m'angoisse. Pour vrai? Ben, de penser que l'avion fait un flip Ben là. puis que t'es pas... 5. Oui. Il y en a 5. Il y en a 5, mais tu m'en donnes 4 d'abord. OK. Donc, j'en fais juste. Oui, tu m'en donnes 4, c'est moi qui... tu m'en donnes 2 autres. On va enlever ça. Mais c'est... tu sais, moi, je pense juste au manège, là. Tu sais, mettons, à ronde, là, quand je faisais des manèges, je m'assurais d'être attachée, tu sais, c'est... parce que ça fait peur, c'est sûr, là. Tu flippes puis t'es pas attaché. Quand tu arrives quand tu roules là, sur une piste de course, mettons, tu roules à 200, dis-moi quoi, puis il y a un virage qui s'en vient. Puis tu vas freiner, là, tu vas freiner, descendre tes vitesses, tu vas tourner. Mais si les freins lâchent, tu vas passer du droit à 200. Puis tu vas frapper le mur là-bas. Là. Des fois, ils le mettent loin, mais des fois, il est plus proche. Bien, c'est ce qui fait partie. Si, mettons, tu fais ça dans une piste d'aviation, là, puis qu'il met des petites balles de foin là-bas, puis qu'au pire, tu vas passer à des balles de foin, il y a la moitié du foin qui est parti. Parce que l'appréhension, le fait que tu dises les freins vont fonctionner, c'est ça qui fait le challenge. Quand tu embarques dessus, tu fais yes. T'sais, ça freine, ça tourne. Complètement fou. Les questions roses. Es-tu à l'aise avec la nudité? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans? Comment ta vie sexuelle a-t-elle évolué au fil du temps? Quel souvenir gardes-tu de ta première fois? Quel souvenir? Mais laquelle tu as envie de répondre? Tous. Alors, première fois, tiens, on va y aller dans l'ordre. Première fois, quel souvenir que j'ai? 25 juillet 1974, Old Orchard. Ils m'ont fait ce cours, mais je suis à Old Orchard. Mon meilleur ami Pierre va venir me rejoindre. J'ai pas une maudite scène. Je suis descendu à Old Orchard sur le pouce, tatata. Je me fais une blonde qui s'appelait Sue O'Brien, une jeune fille de Bedford, juste à côté d'Old Orchard. C'est ma blonde. J'ai 17 ans. C'est avant la blonde que j'aurai pas longtemps après, l'année d'après, là, celle qui sera importante. En tout cas, c'est ma blonde. Et on n'a pas une scène. Pierre revient, il vient me rejoindre là-bas. Il y a 16 ans, moi j'ai 17. En tout cas, j'ai plus d'argent. Lui, il arrive avec un peu d'argent. En 2 jours, on l'a flobé. On n'a plus rien. On mange de la pâte à dents. Puis on vole du stock sur le terrain de camping. On vole des boîtes de céréales, puis du pain, puis du beurre de pinot, puis pour survivre. Mais moi, j'ai sous, tu sais. L'américaine, l'image de l'américaine, une espèce de fleur bleue là, qui sort des années 60. Là, puis je l'aime. T'sais. Et Pierre m'a donné le 25 juillet, dans l'après-midi. Il dit là, moi, je suis curé. J'ai faim. On est sale, on se lavait pas. On est tout gros, 2 vrais hippies. Et moi, je m'en vais. Si tu me suis pas, moi, je refais le pas, je retourne dans le mât. Alors, j'ai dit, OK, moi, te suivre. Donc, c'est notre dernière soirée. C'est ma dernière soirée à Old Orchard. Alors, je dis ça, dans l'après-midi, je dis à Sue, ce soir, ça va être notre dernier soir. Parce que Pierre, il n'en peut plus, puis il faut que je m'en aille. Pas d'argent, tu sais. Elle comprend. Fait qu'elle part, puis elle revient après souper, avec son 10 vitesses, je me souviens. Puis la veste de hockey de son frère, en plein été. Puis son petit bikini, puis ses jeans. Et là, on passe la soirée à marcher sur la plage, à Old Orchard, puis il y a le manège qui l'ont déplacé. J'aime pas ça. J'aime ça que les affaires sont à la même place. C'est le manège. Puis c'est la toune, c'est Rock the Boat qui joue. Là. Rock the Boat. Hein. C'est comme une soirée magique de 17 ans sur le bord de la mer. T'sais. Et on va finir la soirée sous le quai, le pier qui est à Old Orchard. Et deuxième poteau, là. À chaque fois que je vais là, je retourne. Bon. Et on va le faire. Pour la première fois pour elle, puis la première fois pour moi. On n'aurait pas fait un film avec ça. OK? Puis on finit de faire l'affaire, là. Mais rien de... 2 oiseaux qui s'accrochent un à l'autre. T'sais. Et je me souviens parce qu'il est arrivé un Jeep. Il y avait des gens qui marchaient encore sur le pier. Là, il n'était pas si tard, il n'avait pas fermé les lumières en haut. Je me souviens que c'était beau parce que entre les planches, la lumière passait comme ça. Tu sais, comme au cinéma, ils font ça, cet effet-là, des fois. Ouais. Et les gens, en marchant, faisaient de la poussière. Fait que la poussière accentuait
la lumière. Dans le faisceau de lumière, on voyait la poussière. Exactement. C'est vraiment au cinéma. C'était une scène magnifique. Tu as les poteaux là, qui tiennent le quai. Tu as la mer qui vient frapper les boutons en bas. Tu es tout seul là, puis tu viens de faire l'amour pour la première fois. Puis là, il arrive un Jeep avec des lifeguards qui surveillaient la plage le soir pour que les gens fassent de feu ou je sais pas quoi. Ils nous ont planté une lampe de poche d'en face, puis ils ont dit vous ne pouvez pas rester en dessous du quai, puis tatata. OK, puis on est parti. Et on est parti de là, puis là, on était sur la plage, puis là, il y avait le moment où il fallait qu'on se quitte. Et là, ben là, on s'embrasse, on est triste, tatata. Elle me fait un cadeau. Et elle me dit, elle me donne quelque chose, et je lui dis, je vais le garder toute ma vie. Non seulement je vais le garder, je vais le porter. Parce qu'elle m'a donné une bague ce soir-là, le 25 juillet 1974, et j'ai juré à Sue O'Brien que je n'allais jamais l'enlever. Toc! C'est cette bague-là que tu as encore? Il y a exactement 50 ans que j'ai encore, que je n'ai jamais enlevé et que je n'enlèverai jamais. Ma blonde disait, oui, tu pourrais-tu dire à Marie-Claude que ta bague de mariage ne t'apporte pas? Parce que ça, tu t'apportes pas, puis celle-là t'apporte. Ça, je l'apporte. Ben, c'est pas parce que... Ben, elle pense qu'elle est trop grande. T'sais. Mais elle comprend très bien. T'sais. J'ai dit, gars, je ne l'ai jamais revue. Je l'ai toujours portée. Jamais je vais l'enlever, je vais mourir. Pourquoi tu la gardes? Parce que j'ai promis que j'allais la garder. Parce que j'ai dit, jamais je vais l'enlever, je ne l'ai jamais revue. Patrice Lécuyer essayé de la trouver pour son émission Les Squelettes, ou je ne sais pas quelle émission, il avait entendu parler de l'histoire, ils ont fait... Patrice me dit, Michel, j'ai tourné le main à l'envers pour la trouver. François Morancy, on me rend hommage à la Place des Arts pour mes 35 ans de carrière, je ne sais pas quoi. Et le hasard veut que ce soir-là, où la Place des Arts est pleine, que là, il y a plein de gens qui viennent rire de moi, puis que c'est gentiment, puis l'armée est là. C'est une soirée formidable. Il dit, maintenant, mesdames et messieurs, je dois vous dire quelque chose. Le hasard veut que Michel Barrette, le 25 juillet 1974, a fait l'amour sous Brian, puis il a donné une bague qu'il porte encore, puis où je suis en salle, puis je monte la bague aux caméras. Et il dit, il l'a jamais revu. Il dit, on a cherché, on a fouillé. Là, 1 mois, ça marchait pas. Là, 3 semaines, ça marchait. Là, 2 semaines, ça marchait plus. Avant hier, ça marchait. Hier, ça marchait plus. Ce soir, ça a fonctionné. Mesdames et messieurs, Sue O'Brien est avec nous. J'étais avec ma femme, je fais « Hein? Ils l'ont trouvé! » Là, je capotais. Et là, mesdames et messieurs, le premier amour de Michel Barrette, Sue O'Brien. Puis là, t'as l'éclairage de fond de scène, et je vois arriver la madame, tu sais, on avait 17 ans. Fait que, mettons, à ce moment-là, j'ai 67, mettons, j'avais 63. Fait que la madame de 63 s'approche dans l'éclairage. Tu sais, je vois une madame, c'est sûr que c'est rendu une madame. Elle approche de même. Et la madame, c'est le barbu des Denis Drolet. Maudit innocent. Je suis au Brian, j'ai semblant au rocher, j'ai mon de la grosse cul. Puis le don que j'ai pogné. C'est mon cadeau. Parce que le hasard a voulu que ce soir-là, c'était un 25 juillet. Alors lui, il a fait le jonction. C'est drôle, fait que t'as été déçu à quelque part de ta surprise. Je lui ai montré ma bague. C'est Alors, première fois, c'est mon souvenir. Ma vie sexuelle a-t-elle évolué au fil du temps? Oui, parce que, je vais dire une affaire que vous interprétez, je suis passé de baiser à être aimant. C'est-à-dire, faire l'amour quand tu es en amour, c'est très différent que d'avoir une vie sexuelle échevelée où tu vis tout. C'est-à-dire, j'ai eu une vie sexuelle pendant ces 20 ans-là, là, assez hollée, mettons. Bon. Il y a des images que j'aime pas regarder dans ma tête. Bon, alors... es-tu à l'aise avec la nudité? Je suis à la fois très prude, là. Je veux dire, tu sais, mettons, tu viens chez moi, je sortirai pas de la salle de bain même en bédaine, tu sais. Si je vais à la plage, je vais enlever mon chandail pour aller me baigner parce qu'on est à la plage. Mais ma blonde dirait, il porte même pas de short. Pas parce que j'ai honte de mes jambes, mais parce que pour moi, c'est un peu trop... non, il y a des moments pour être habillé, chic, moins chic, mais tu sais, ton corps, tu sais, je sortirais pas... J'arriverais pas dans la cuisine en bobette, mettons, tu sais. Pourtant, je serais pas nu, mais tu sais, non. Et en même temps,
Il y a eu une mode des années 70 des nudites. Des Les nudistes, non? Non. Les nudistes. Le nudisme, c'est une autre affaire. J'ai fait ça aussi dans ces années-là. Là. Tu sais, là, dans des clubs, un peu partout dans le sud, où tout le monde est tout nu, puis c'est le party. Là. J'ai vécu ça, mais là, tout le monde est tout nu. Mais ça quand tout le monde est nu, ceux qui font du naturisme le savent. Après une heure, tu sais, ceux qui ont dit « Ah, moi, j'irai pas là », après une heure, tu l'as oublié. OK. Tu l'as oublié. Mais c'est quoi la nudite? Ah, les nuvites. Les nuvites, OK, les nuvites. Les nuvites, c'était ceux qui ont un match de baseball, là, puis il y a un gars qui part à courir tout nu, puis traverse le terrain. Ah, oui. Ça, il y a des périodes dans les années 70, là, début 70, où il y en avait tout le temps. Soccer, baseball, il y avait tout un innocent où un gars, une fille, les deux couraient, ben, les polices sautaient sur eux autres. Moi, je trouvais ça super drôle. Fait que j'ai fait ça à quelques reprises dans le temps. Non, une fois innocent, j'étais avec mon chum Pierre Côté, qui est devenu policier, Joanne Marcoux, puis j'ai pas de mauvais nom, c'est juste vrai. Sylvie Beaumont, Joanne Marcoux, Pierre Côté. On est en Volkswagen, puis on roule en direction de Saint-Gédéon par chez nous. Puis là, je dis à Pierre, arrête. Il y avait le marina de Saint-Gédéon, donc des gros bateaux, puis du monde qui prennent du champagne. Ils sont sur les terrasses en bas. Hey, check là, ils vont lâcher du champagne. Je me déshabille, flambant nu. Puis je pars à courir. Ah, je suis là, le monde il passe entre les tables, le monde capotait. Puis je reviens, puis là, je dis, ah ouais, va-t'en. Je me trouvais drôle. Là, on part, je me tourne, puis je réalise que je suis flambant nu devant mes amis. Puis c'était pas le but de l'intention. Non, j'étais une pièce. Par-toi. Je ramasse mon linge, je m'envoie dans le petit bois, je me rhabille. Hey, je m'excuse. Hein. J'avais comme oublié que tu restais tout nu, finalement. Que je restais tout nu. À l'école, à un moment donné, je faisais de la radio étudiante, puis il me vient une idée. J'ai dit, payeriez-vous $1 si un nuvite, parce que c'est vraiment à mode, là, traversait l'école? Si oui, venez vous inscrire à la radio étudiante. Alors, Paul Tremblay, $1. C'était obligé de donner une pièce si un nuvite traverse l'école. Fait que je dis à Chum Pierre, là, ça allait bien, là, tu sais, 1500, 1700 étudiants. Si t'en as 1000 qui donnent ça, t'as 1000 pièces en 74, c'est de l'argent sacrifice. Fait que là, ça rentrait les noms, puis une pièce. Fait que on est à l'autre bout de l'école, dans un local. J'attends que la cloche sonne pour que toutes les classes se vident. Et là, je vais partir, je vais traverser l'école au complet par le corridor principal. Mon chum Jean Godreau, qui est avec la Mustang décapotable rouge, va avoir le toit baissé à l'autre bout là-bas. Je vais juste courir, traverser l'école, ouvrir les portes, sauter dans le décapotable, on va partir. Et j'ai un sac de poubelle sur la tête et 2 trous pour qu'on ne me reconnaisse pas. Comme ça. Et alors là, la cloche sonne, je suis flambant nu avec mon chum Pierre, j'ai le sac sur la tête, puis là, je me prépare à partir pour courir, Pierre, il me pointe vers le bras. Il fait non, fais-le pas, quoi. Il dit, René Fleury, t'es l'animateur social, a eu vent de ça. Vent de ton histoire, la porte va être barrée à l'autre bout. Fait que Jean va être là avec la décapotable, tout le monde va courir après toi dans le corridor, mais tu ne pourras pas ouvrir les portes sur dans le décapotable. Les portes sont barrées, il a fait barrer les portes. Fait que là, je suis arrivé devant les portes, avec au-dessus de 1000 étudiants qui me courent après, je suis flambant nu. Fait que là, c'est ça, ça fait mettre dehors de l'école. Finalement, je ne l'ai pas fait. Sinon, j'aurais traversé l'école flambant nu. Alors, ce que j'ai peur de nudité, tu ne me verras pas tout nu, mais tu l'as déjà fait quand même. déjà fait. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans? À 20 ans, la sexualité. Savoir, non. Je ne sais pas si aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Moi, te le dire, je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas assis. Oui, on s'est assis avec les enfants concernant la contraception, faire attention. Mais parler vraiment, soyons honnêtes. L'éducation sexuelle, là? Non. Moi, je l'ai appris, je ne sais plus comment. Puis, comme, si j'oublie les 2 oiseaux en dessous du quai à Wall-Orchard, comme mon initiation à la sexualité a été plus dans le... Quand j'étais flot, là, justement avec ma blonde, là, hey, vas-tu rentrer là-dedans, moi? Excuse, quand je dis ça, quand je dis vas-tu rentrer là-dedans, je parle du sujet, là. Oui, j'avais compris. T'enlèveras ça. Hey, vas-tu rentrer là-dedans? Non, mais on était plus dans la tendresse et on était beaucoup dans le respect. Je me souviens qu'on avait décidé, ma blonde et moi, qu'on n'allait pas le faire. On n'allait pas se rendre jusque-là. On n'allait pas faire l'acte. Tu sais, moi, là, si j'oublie sous, là, les gens ne croiraient pas ça, mais
de 0 à 25 ans, j'ai eu une relation avec qui j'ai fini par avoir une relation complète. Mais notre première... Si on calcule le total du temps qu'on est ensemble de 5 ans, je te dirais que la relation complète entre elle et moi est arrivée à la 4e année. Ça, j'avoue que je suis étonnée d'entendre ça. Parce que, je te dis pas qu'on se collait pas, puis c'était pas là. Tu sais, mais non, on n'allait pas là, on n'allait pas là. C'était réciproque? Oui, c'était pas... C'est pour ça que je me sens pas... je me sens pas frustré. Tu sais, c'est pas non, c'était pas ça du tout. Du tout. C'était... On était et ça fait partie d'ailleurs du pourquoi je pense que j'ai tellement apprécié cette relation-là. Parce qu'il y avait quelque chose de plus important que ça chez nous. On dirait qu'il y avait quelque chose de spirituel. Ouais. Quand je t'écoute. Merci. J'osais pas le dire, mais c'est ce que j'avais en tête. Il y avait une espèce de rencontre qui valait... Ouais, une rencontre qui valait plus qu'une simple relation sexuelle. Qui viendra à un moment donné. Mais qui sera pas si importante. Pas qu'elle n'était pas... Mais tu sais, c'était pas ça. Tu sais, je courais pas après ça. T'sais. Après, je suis devenu fou, mais à cette période-là, là, non. On était bien. Il y a quelque chose d'autre qui te nourrissait dans cette relation. Qui nous nourrissait, c'est ça. Notre rapport à nos deux, les deux corps qui se rencontraient différemment. Mais c'était beaucoup dans la tendresse. Je ne veux pas avoir l'air d'un gars, d'un ange, puis d'un gars. Non, mais c'était comme ça. On aimait ça se coller. On était bien quand on était ensemble. Puis on n'avait pas besoin d'aller là. On découvrait en même temps ensemble notre sexualité. On découvrait ensemble aussi notre excitation. Pas parce qu'on n'était pas excités. C'est pas parce que sexuellement on n'était pas attirés un à l'autre. Mais je pense que ça rajoutait au plaisir. Tu sais, moi le dire demain. Parce que si tu y vas pas jusqu'au bout, ben tu y vas toujours. Et c'était pas castrant du tout, là. T'as pas besoin de commettre. T'as pas besoin, à mon avis, d'avoir l'acte, en tout cas pour nous, à l'époque, là, au complet, pour que ça soit satisfaisant. Il y avait toujours ça. C'est un peu tantrique, votre histoire. Ouais. Il y avait une spiritualité, il y avait quelque chose qui nourrissait ça différemment, sans l'écarter. Et il y avait peut-être la peur aussi. On n'était peut-être pas conscient, peut-être la peur que ça change quelque chose. C'est peut-être que si on l'avait fait trop tôt, là, ben, il n'y a pas de trop tôt, trop tard, mais si on l'avait fait rapidement dans notre rencontre, quand j'avais 17 ans, là, je sais pas. J'ai comme l'impression que ça aurait changé quelque chose. J'ai comme l'impression qu'on n'était pas prêt pour ça. Puis c'était... elle n'a jamais été frustrée de ça, j'ai jamais été frustré de ça. C'était nous deux. Oui, il y avait comme ça, sacré que tu ne voulais pas briser. Ouais. Dernière question, Michel, c'est la question Opto-Réseau. Où te vois-tu dans 10 ans? Vivant, j'espère. Dans 10 ans... T'auras 77 ans. Bon, donc, si je calcule que j'avais 25 à 45 n'existe pas, puis qu'à 45, je suis retombé à 26, genre, j'aurais 36 ans dans ma tête. Ben, je veux juste que ça continue. Dans 10 ans, ce que je souhaite, bien sûr, on va dire que les enfants ne soient pas malades, que tout aille bien là-dedans, mais que la vie que je vis aujourd'hui soit la même. C'est pas compliqué que ma blonde. On ne demande pas grand-chose. On veut juste être ensemble. Moi, continuer à me promener avec mes bazous. Elle va continuer à m'envoyer parfois seul parce que on est deux grands solitaires qui veulent être ensemble le plus souvent possible. Mais qu'en même temps, on est tellement bien quand on est ensemble qu'on a chacun de notre côté besoin parfois d'être seul. Et ça, je le respecte, elle le respecte. Puis c'est celle qui me dit, mon amour, là, c'est quand cette année est ton voyage? Ça, mon voyage, ça veut dire, quand tu pars, tu vas où cette année? Tu vas aller découvrir quel coin de l'Amérique, là. Tu pars avec une vieille voiture, à moto, Puis, au même moment, elle va me dire, ben moi, je vais aller avec ma mère à New York, je vais aller à Paris, je sais pas. Ça lui appartient, ça m'appartient, puis on a besoin
Puis après ça nous permet de se retrouver et d'être content. Hey, mon amour, tu sais, la fois, on est allés ensemble, mais cette fois-là, j'ai pas fait ça. Je suis descendu plus au sud. Tu sais, l'Arizona, j'ai passé par tel canyon. Puis oui. Puis on va s'envoyer des photos. Puis j'espère que je vais être encore un ado dans 10 ans. Ça va être ça ma réponse. Ben, merci, Michel Barrette. Ça me fait plaisir. Vraiment, je suis contente de t'avoir entendu. J'ai appris des choses. J'apprends encore à plus te connaître. Merci d'avoir été aussi généreux. Je suis généreux parce que tu es respectueuse de tous les gens que tu rencontres. Merci beaucoup à toi. Merci, Michel. Et on se dit au prochain podcast. Bye-bye, tout le monde. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.